a fait 350 000 € en 30 minutes. Et là, on a compris qu'on avait touché un truc. Moi, je suis marocain, je suis né, j'ai grandi au Maroc. À l'âge de 23 ans, j'ai monté la première licorne française en 2007, qu'aujourd'hui, ça fait plus de 3,5 milliards de chiffre d'affaires, 6 000 employés, et on est présent dans 14 pays dans le monde. Donc souvent, tu as des entrepreneurs à qui tu parles et tu leur dis « sois plus ambitieux sur ça ». C'est vraiment le problème numéro 1 des start-upers. Ilan Benaïm est un entrepreneur marocain derrière une des plus belles entreprises en Europe, Vente Privée. Il a emmené l'entreprise de 0 à plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il nous explique sa méthode de A à Z pour lancer une start-up et pourquoi il a choisi d'investir au Maroc. On a fait 500 000, après 2,5 millions, après 5 millions. Et là, après, ça fait 5 millions, 15 millions. 15 millions, 120 millions. Cette année-là, c'est l'explosion nucléaire. L'entrepreneur seul, c'est un red flag. J'ai dit d'abord, j'investis dans la start-up Maroc et pas dans des start-up marocaines. On a les talents. On peut produire de la tech marocaine qu'on va vendre à l'étranger. Souvent, les gens ils te disent, c'est pas possible. C'est pas normal. Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez ce podcast régulièrement n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne. Donc une seule chose, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ces podcasts et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément. On va continuer à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. Ilan Benaïm, bienvenue. Bonjour, c'est Mohamed. Écoute, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent te connaissent. Tu es un grand entrepreneur marocain. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais ? Alors, moi je suis marocain, je suis né, j'ai grandi au Maroc. À l'âge, j'ai passé mon bac à Casablanca, donc je suis un brick de oui. Et ensuite, je suis parti faire des études à l'étranger. Et à l'âge de 23 ans, alors qu'il me resterait 3 mois pour finir mon école de commerce, j'ai monté avec 4 associés ce qui deviendra la première licorne française en 2007. Ça s'appelle Vente Privée, aujourd'hui ça s'appelle VP. Et donc, entre 2000 et 2025 aujourd'hui, ça fait plus de 3,5 milliards de chiffre d'affaires en vente privée, enfin VP, 6 000 employés, et on est présent dans 14 pays dans le monde. Donc moi, j'ai parti de zéro jusqu'à plusieurs milliards, ouvert plus de 20 pays. Donc voilà, j'ai une certaine expérience, et depuis 2019, j'ai un fonds d'investissement personnel, ce qu'on appelle un family office, qui est basé à Luxembourg. Et quand tu bases tes choses à Luxembourg, c'est pour faire des investissements en dehors d'Europe, clairement. Et je me suis mis à créer, et j'ai créé en 2019 une filiale au Maroc pour investir au Maroc. Parce que je suis business angel depuis 20 ans, je dis toujours, tu ne décides pas de devenir business angel, c'est des jeunes qui viennent te voir en te disant « Monsieur, j'aimerais bien que vous me donniez des conseils. » Et moi, je leur dis toujours la même chose, c'est non, sauf si j'investis. Parce que je considère qu'avoir un mentor, il faut que ce soit sustainable, il faut que ce soit sur la durée. Donc si tu me demandes un conseil, je vais te le donner, mais quelle est la valeur de ce conseil dans le temps ? Si tu m'appelles toutes les semaines, je retrouve pas mon compte, quoi. Ouais, voilà. Et si tu veux que moi je sois impliqué dans ton histoire, il faut que j'ai une partie de ton histoire. Il faut que je sois impliqué dans ton histoire. Et donc, c'est pour ça que je considère qu'un business angel, c'est quelqu'un qui va avoir une partie du capital et qui va être le mentor, qui va venir compenser l'inexpérience et le manque de réseau des jeunes. Moi, j'ai commencé à 23 ans. Mes associés, ils avaient 10 ans de plus que moi. C'est eux qui avaient le réseau et l'expérience, le côté commerce. Moi, j'avais le côté, je ne sais pas que ce n'est pas possible, donc je vais le faire. Tu vois, tu veux le truc, quoi, ok, en 2 mois, comment tu vas faire ? Ouais. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire, parce que je suis jeune, je suis fou, j'ai l'expérience. Un mec, aujourd'hui, moi, à 48 ans, tu me dis, commence une boîte from scratch d'une page blanche, je sais pas si j'ai l'énergie de le faire seul. Je préfère me dire, je vais investir dans 5 boîtes plutôt que d'une boîte qui va avoir, tu vois. Et ça, c'est assez important. Donc, Business Angel, ça fait plus de 15 ans que j'ai fait ça. Et là, à un moment, j'ai voulu regarder au Maroc s'il y avait des investissements à faire. Et j'ai été très, très agréablement surpris. Très agréablement surpris parce que la première des choses que tu vas chercher dans une entreprise, c'est la qualité des fondateurs. Après, il te faut bien sûr avoir une solution à un problème. Ça veut dire qu'il y a un marché. Et donc, tu regardes quelle est la taille du marché et tout. Mais surtout, tu regardes, OK, ce marché, on est capable de faire une croissance exponentielle. Super. Mais est-ce que cet entrepreneur est capable de l'exécuter ? Souvent, les gens ils te disent, c'est pas possible.
Tu dis, mais pourquoi c'est pas possible? Il te dit, c'est pas possible parce que je l'ai pas fait. Tu vois? Ou sinon, ils te disent c'est possible et il faut le faire exactement comme ça parce que je l'ai fait comme ça. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un travers qu'il y a souvent dans les gens quand ils te disent c'est pas possible. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Quand on me dit c'est pas possible, je dis ok, donc là, on a des choses. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé super au Maroc, c'est la qualité technique et d'analyse du marché. C'est ça. Si je te demandais, c'est quoi les choses que tu as vues chez les entrepreneurs justement marocains que tu n'as pas vues ailleurs ou les différences C'est pas que tu n'as pas vu ailleurs, c'est qu'à un moment, quand tu fais une boîte tech, une solution, elle n'a pas de nationalité. C'est une entreprise a un problème, ce problème, tu vas le retrouver dans toutes les entreprises de cette verticale dans le monde. Et ils ont tous le même problème. Et donc toi, tu arrives avec une solution à un problème. Déjà, premier conseil, il faudrait que la solution soit moins chère que le problème. Donc si tu adresses... Ben non, mais je l'ai vu plein de fois, hein, des solutions qui servent à rien, qui sont très belles. On va faire de la blockchain pour la supply chain, pour sécuriser les flux entre entreprises. Pourquoi? Il dit non, mais au cas où on te vole les données. Je dis, je renvoie le mail avec un Excel. Enfin, il n'y a pas de problème. Tu vois, mais pourtant, le mec, il a levé des millions et des millions parce que blockchain, supply chain, sécuriser la supply chain. Tu vas avoir un bon produit, mais qui n'a pas de clients, qui n'a pas de marché. Qui n'a pas de marché. Le plus important, c'est de dire, je vais gagner des parts de marché. Donc, si je veux gagner des parts de marché, il faut que j'ai une croissance qui est supérieure au marché. Donc, il faut qu'il y ait une appétence. Donc, très, très important quand on développe un produit, c'est pourquoi tu le fais. Est-ce que ça vaut le coup de développer ce produit par rapport à la taille du marché? Des fois, ça ne vaut pas le coup. Et après, est-ce que tu es la bonne personne pour le développer? Est-ce que ton équipe est complète? Moi, je dis toujours, à l'entrepreneur seul, c'est un red flag. Quelqu'un qui est tout seul, c'est pas normal. Parce qu'il ne va pas réussir à aller assez loin, ou parce que ça veut dire qu'il n'a pas réussi à s'entourer, à être capable de partager pour construire quelque chose ensemble? C'est un peu de tout, mais c'est surtout que ce que tu vas devoir gérer, c'est des problèmes toute la journée. Donc si tu es tout seul face au problème, c'est pas la même chose que si on est 5 face au problème. Et encore une fois, quand je dis qu'on est 5, c'est pas qu'on a 20% chacun, il y en a peut-être un qui a 80%, l'autre 10%, l'autre 5%, mais qui a une communauté d'intérêt et une intelligence collective. C'est trop dur d'être seul, c'est trop dur d'être seul, et malheureusement, quand on est seul, comme on ne veut pas voir la réalité en face ou l'échec, on se ment à soi-même et on n'écoute plus. Et donc, un business angel est là pour venir compenser le manque d'entrepreneurs, tout de suite. De dire, voilà, tu vas avoir un associé non opérationnel, mais qui, une fois par mois, va te dire comment est-ce que je peux t'aider. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Mais il faut que tu me le dises. On n'est pas comme un fonds d'investissement qui s'attend à ce que tu lui fasses un BP et que tu l'exécutes à la perfection ou que tu le dépasses. Non, un business angel, c'est pas ça. C'est un entrepreneur associé qui va apporter son expérience, son réseau. Mais nous, on va le faire que si la personne écoute. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où j'ai envoyé des courriers en disant « Vous n'écoutez pas, je suis vendeur. Au revoir, ne m'appelez plus. » Ah, comment ça? Je dis « Non, je ne comprends pas. » À un moment, je sers à quoi? Si c'est juste mon argent que vous voulez, allez voir des fonds. Mais si vous n'allez pas avoir des fonds, c'est peut-être que vous n'avez pas la maturité pour lever des fonds. Donc tu peux avoir des cas d'entrepreneurs qui sont seuls et qui vont être accompagnés par des business angels autour et qui vont leur donner des conseils selon leur expérience, etc. Il est plus seul, puisqu'il a des associés. Puisque le business angel, c'est un associé, ce n'est pas un fonds d'investissement. Moi, je me suis retrouvé, et d'ailleurs, on parlera peut-être tout à l'heure de Home-Founders, enfin, je pense qu'on parlera de Home-Founders, ça vient de là. C'est que je me suis retrouvé des fois dans des cap tables, c'est-à-dire des tables de capitalisation de start-up, où j'avais un entrepreneur qui vient me draguer, me séduire en disant oh, « j'ai besoin de toi, de ton expérience, de ton réseau, Ilan et tout ». Ok, super. Et après, quand je vois le deal se faire, je vois qu'il y en a 45, comme moi. Donc, il ne va pas appeler les 45 personnes tous les mois. Il va juste prendre leur argent. Ouais. Et donc, il a remplacé des fonds qui ne voulaient pas donner de l'argent par 45 tu peux en avoir qui donnent des petits tickets juste pour réussir à avoir le... Voilà. Et donc, l'idée maintenant, c'est d'inverser cette relation, de dire tu veux combien? Nous, on va voir si on se met à 10, à 20, à 30 ou à 40, et on va choisir un leader par rapport à ça. Beaucoup de gens se demandent c'est quand le meilleur moment pour créer une boîte. Certains se disent en fait il faut que je la crée le plus vite possible dès la sortie de mes études.
Et il y a d'autres modèles où des gens qui créent des boîtes un petit peu plus tard. Toi, tu as créé une boîte à 23 ans. Et je n'avais pas fini mes études. Et tu n'avais pas fini tes études. Ouais. Comment ça s'est passé? C'était quoi l'histoire qui a fait que tu l'as créé aussi jeune? Alors, l'histoire, c'est que d'abord, c'est toujours des histoires de connaissances, de réseau. Hein. Il se trouve que mon cousin Germain était associé avec Jacques-Antoine et Julien. Et c'est des génies du commerce, mais ils n'y connaissaient rien en informatique. Et il y a eu l'explosion de la bulle Internet, de ces modèles-là, où, quel que soit le business que tu faisais, il fallait maintenant qu'il y ait une partie e-commerce, une partie truc. C'était fou. En 97, 98, 99, c'était fou. Il y a des milliards de dollars qui se mettaient dans ça parce que les projections des plus grands cabinets de conseil du monde disaient d'ici 2015, où sera 50% du retail sera online. Aujourd'hui, on est en 2025, post-Covid, on est à 12%. Okay, donc 88% du business se fait en dehors. Au Maroc, c'est 2% du retail. Okay. Donc, juste pour info, post-Covid, hein, c'est-à-dire on a arrêté le monde, on dit le seul moyen d'acheter, c'est en ligne. Hein. Donc, eux, ils n'avaient pas ça. Et ils avaient essayé de lancer un modèle. Eux, ils étaient dans le déstockage de grandes marques. Ils avaient essayé d'aller dans la distribution. Et ils ont essayé de lancer un modèle comme ça en ligne. Et ça ne leur plaisait pas vraiment. Et l'équipe, ils avaient l'impression d'avoir pas financé la bonne équipe. Et ça leur coûtait très cher. Ils ont pris le champion du monde, qui a pris la super DG, qui a pris le super graphiste, et tout d'un coup, ils sont 25, 30, et ça commence à coûter très cher, et ils ne comprennent rien. Et ils étaient associés avec un gros industriel de la distribution qui leur avait demandé de faire ce site-là, et le deal avec l'industriel tombe à l'eau, parce qu'ils devaient faire 250 magasins, et ils étaient grossistes, ils devaient passer sur la distribution, 250 magasins, et ce fameux site Internet, qui était ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et Jacques-Antoine n'aimait pas ça, Mickaël n'aimait pas ça, parce que mettre sur un site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du Nike à moins 70%, Nike, il ne veut plus te vendre le produit. Lui, il veut que ce soit discret, que ça ne se voit pas. Et donc, ils avaient un projet comme ça, où ils n'étaient pas d'accord avec la philosophie, et ils ne comprenaient rien. Donc, à un moment, il dit, bon, le deal a pété avec le truc, mais on a toujours les gars là, on ne sait pas ce qu'il c'est. Tiens, j'ai mon petit cousin, il fait une école de commerce, une grande école de commerce, machin. On va lui demander de faire un stage en août. Qu'est-ce que tu fais, machin. Donc pendant 3 mois, je fais mon stage. Et de juin à août, et moi, ça me plaisait énormément. Parce qu'au début, je voulais faire de la finance. Hein. Je voulais faire de la corporate finance ou de la finance de marché. Et en fait, je fais partie d'une famille d'entrepreneurs. Et me dire, tiens, tu vas aller passer 3 mois dans ce nouvel univers qui s'appelle l'e-commerce, que personne ne connaît, etc., et qui me passionnait, parce que moi, je code depuis l'âge de 12 ans, donc c'est vraiment... j'avais déjà fait 4 ou 5 sites déjà à l'époque, et je passe 3 mois là-dedans. Au bout de 3 mois, déjeuner de débriefing avec mes futurs associés, il me dit, alors, ils font quoi? Comment c'était? Et j'ai dit, bah, super, ouais, bon, ils font un site de commerce électronique, c'est sûr. Mais... ils n'ont pas pensé à la base. C'est-à-dire, je dis, bah, voilà, ils sont là, et ils font le site, et le panier, on le met en haut à droite, est-ce que c'est bleu, c'est vert, quel est le contenu éditorial, machin, truc. Il me dit, alors, c'est bien ou pas? Je dis, oui, c'est bien, mais après, il faut faire la logistique, il faut livrer le colis, il faut faire du service client, c'est hyper important, le service client, machin. Donc, toute cette partie back-office, ils s'en occupent pas, ils mettent juste le site et tout. Je dis, non, mais c'est bon, on a des entrepôts, le service client, c'est bon, on mettra au Maroc, tu dois connaître des gens au Maroc. Dis, bon, d'accord, ok, mais ils n'ont jamais parlé de la campagne marketing de lancement. Et là, il y a un blanc. Il me dit, mais c'est quoi ça, la campagne marketing de lancement? Et j'ai dit, ben, les gars, quand tu as un site de commerce électronique, c'est comme si tu étais au milieu du Pacifique et tu fais coucou, il n'y a personne qui t'entend. Comment ils arrivent? Comment les gens savent que ça existe? Et il dit, mais je sais pas, moi, je connais pas. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est-à-dire, je fais un site de commerce électronique, il n'y a pas des gens qui viennent? Il dit, ben non. Il dit, pourquoi le Price Minister, il a levé 10 millions d'euros et il fait de la pub dans le métro, à la télé, à la radio? Il n'y avait pas de Google et de Facebook à l'époque. Et il me dit, mais non, mais tu plaisantes là? Et ça coûte combien ce truc? Je dis, je sais pas, 4-5 millions d'euros. Hein? Mais on n'a pas 4-5 millions d'euros. Et je dis, bah, guys, si vous mettez pas 5 millions d'euros, je vois pas d'où il va venir le trafic. Hein. Il me dit, mais Yahoo, mais c'est payant. Les trucs, hein? Donc il va choper le chef de projet, là, la star truc.
Et il lui dit allez, bon, tu m'as jamais parlé de la campagne marketing. Ah oui, justement, j'allais t'en parler et tout. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire rien que des charges, rien que des salaires, rien que des trucs. Et maintenant, vous allez me dire et oh, on a besoin de. Et effectivement, le mec, il a sorti 5-6 millions d'euros comme ça. Donc, il lui a dit ok, bah, nous, on va pas te donner un centime. C'est très simple, tu as 15 jours pour les trouver. Sinon, on arrête tout. Évidemment, il n'a pas trouvé parce que ça commençait à être. Alors qu'il l'aurait levé 6 mois avant, c'était peut-être possible. Mais non, bam. Parce que c'était déjà la crise. Ça a commencé, tu as une boîte qui s'appelait Boo.com, BOO.com, qui a explosé, qui avait levé $1 milliard. Il faisait quoi ? Ils vendaient des chaussures. Okay. Parce qu'il y a des histoires marrantes de ce moment-là, du moment de la bulle, où je crois que c'est Pet.com qui a acheté, qui a levé je sais pas combien. Ouais. Alors, nous, on avait un concept qui était vachement marrant, et ça, je ne l'ai pas souvent raconté, mais c'était très drôle. On cherchait le nom de cette première aventure. Donc, c'était un site où on mettait des produits en solde, 24 heures sur 24, etc. Donc, on était là, Unique Shop, machin, truc. Et à un moment, il y a un nom, et je l'ai déposé. Tu sais, c'était la mode des Yahoo, Boo, machin. Et on avait déposé « yapatou.com ». Il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup. Et moi, j'avais trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, on tient un truc incroyable. Il n'y a pas tout.com. Il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup. Je voulais vous parler de TapTapSend, un service dont on est très fier d'être partenaire. Quand on est MRE, on cherche toujours le moyen le plus simple, rapide et avantageux pour envoyer de l'argent au Maroc. Que ce soit pour soutenir nos proches, épargner ou investir. Si vous vivez en Europe, aux États-Unis, au Canada ou même aux Émirats, TapTapSend est la solution à connaître. Avec TapTapSend, vous pouvez transférer de l'argent instantanément vers tous les comptes bancaires marocains et même vers les agences Cash Plus ou Afacash. Ce qui m'a convaincu, c'est que les transferts bancaires sont gratuits et les taux proposés sont parmi les meilleurs du marché. Leur modèle repose sur une petite marge sur le taux de change, mais il veille à proposer un taux compétitif et transparent. Et en plus de ça, si vous êtes un nouvel utilisateur, vous recevez 15 € offerts pour un envoi depuis l'Europe et 25 $ si vous êtes aux États-Unis. Il vous suffit de télécharger l'application et d'utiliser le code NEXTWAVE au moment de l'inscription. Et donc, en fait, cette aventure s'est arrêtée. Moi, j'allais reprendre mes études. Il me restait 3 mois à faire dans ma 3e année d'école de commerce. Et Jacques-Antoine et Mickaël me disent « Non, j'aimerais te parler d'un autre projet. » Et il me dit donc que tu me dis que le problème du commerce électronique mondial, c'est le trafic. Je dis ouais. Et en plus, si tu mets 4-5 millions, le temps de rentabiliser le truc, il faut vraiment avoir des volumes importants et du repeat trafic pour avoir. Il me dit moi j'ai la solution. Le mec. Alors qu'il n'y connaît rien. Rien. Il te dit moi j'ai la solution. Et ok, vas-y. Il faut qu'on fasse des ventes privées en ligne. Je dis, attends, déjà, je ne savais pas ce que c'était que le déstockage, machin, je ne savais pas qu'il y avait des stocks, des invendus, des trucs. Mais alors, les ventes privées, c'est quoi ? Il te dit, regarde, très simple, je vais te donner un exemple. Tu connais la marque Weston ? Ouais, ok. Ben Weston, tous les ans, ils vont dépenser 50 € pour avoir une petite annonce dans le Figaro. Et ils vont dire, le 12 janvier, vente exclusive, vente privée exclusive Weston, moins 50%. Seul jour de l'année où tu as des Weston à moins 50%, c'est dans la boutique des Champs-Élysées ou boutique rue de Rennes, le 12 janvier. C'est l'heure des stockages. Et ce n'est pas tous les 12 janvier, c'est l'annonce qu'ils vont faire qui va dire un truc. Et donc, une petite annonce à 50 € dans le Figaro, et tu vas là-bas le 2 janvier, tu as 300 personnes qui font la queue devant la porte. Comment ils sont venus ? Et donc, il me dit, c'est l'offre qui va générer la demande. Il faut qu'on ait un modèle où l'offre est tellement incroyable qu'elle va générer sa propre demande. C'était ça le génie de l'idée. Et je lui dis, oh, ok, donc on va faire un site qui s'ouvre et qui se ferme. De quoi tu parles ? Un site c'est ouvert. Non, je veux un site fermé. Je lui dis, tu veux du trafic en fermant l'entrée ? Oui. Ok. Et donc il me pose cette question, tu vois, qui montrait, il me dit, attends, déjà, il faut juste que tu me valides un truc. Je dis, qu'est-ce qu'il faut ? Non, mais techniquement... Est-ce que c'est vrai qu'un site de commerce électronique n'a pas de mur ? Ça veut dire quoi, il n'y a pas de mur ? Je peux faire entrer 1 million de personnes dans une boutique ? Oui, même 2 si tu veux. Tant qu'on a les serveurs et tout. Ah ok. Et donc si je fais rentrer 2 millions de personnes, je peux vendre 1 million de produits ? Ouais, bien sûr. Ok, fais-moi ça. J'ai dit ok. Il m'a dit, mais attention, maintenant.
Je dis, comment ça maintenant? Non, dans 3 mois. Moi, Pas dans 3 mois, pas quand tu finis. Moi, je finis mes études dans 3 mois. Je peux pas. Il me dit, non, écoute, c'est maintenant ou on fait pas le projet. Et je vais te dire un truc. Tu vas nous faire un petit BP, tu vas nous dire de combien d'argent tu as besoin. On te donne l'argent, on ne te donnera plus jamais un centime de plus. Donc la première des choses, je vais voir le directeur de l'école. Il reste 3 mois, quoi. Tu peux pas... Je vais voir le directeur de l'école. J'ai dit, écoutez, monsieur le directeur, j'ai un dilemme. J'ai fait un stage en start-up. Là, il me propose de commencer tout seul le projet, mais c'est maintenant. Et mon problème, c'est que j'ai commencé ma carrière d'étudiant en 6e, quand j'avais 6 ans, en OCP. Et là, il me reste 3 mois. Donc, si je me plante dans 2 ans ou dans 3 ans, est-ce que vous me permettez de revenir finir mes études? Parce que mes parents, ils ne vont pas aimer le fait que je n'ai pas de diplôme. Si je me rate, je reviendrai faire les 3 mois. Et il m'a dit, mais évidemment que je te donne ton diplôme. C'est la meilleure à la fin des formations, c'est de monter sa boîte et tout. Et fun fact, donc c'était en 2000. Donc tu les fais pas, il te dit, tu fais pas les 3 mois. Non, tu fais pas les 3 mois, je te donne ton diplôme. Okay. Un mec extraordinaire. Et j'ai un give back vis-à-vis de l'école où j'ai créé les incubateurs, où je réinvestis tous les ans beaucoup d'argent pour développer ça, l'entrepreneuriat jeune. Il y a 2 écoles. Il y a des gens qui disent il faut que j'ai 20 ans d'expérience dans des grands groupes, me faire des réseaux et après je monterai ma boîte. Moi, j'ai un respect énorme pour ce genre-là. Énorme. Parce que quand tu as 40 ans, que tu as des dettes, que tu es dans un grand groupe qui fait tout pour que tu sois très bien nourri, avec un super plan de carrière, avec beaucoup d'argent, beaucoup de bonus, beaucoup de trucs, avoir la capacité à se dire je vais abandonner tout ce confort-là pour repartir. Mais tu as des enfants, tu as des crédits, tu as des machins, tu as des besoins, tu as énormément. 23 ans, tu n'es pas marié, tu es chez tes parents, tu bouffes des pâtes. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin de rien. Tu dépenses comme un étudiant, donc tu peux tu dépenses comme un étudiant. Alors moi, la différence que j'avais, c'est que moi, pendant 3 ans, je bouffais... j'avais pas de salaire, j'avais pas de truc. J'étais hébergé chez mes parents qui avaient un truc, un pied-à-terre. Je veux justement que tu me racontes les tout débuts. Tu disais ils t'ont donné un certain budget, etc. Mais juste avant ça... Première des choses très drôles, je leur présente le BP. Tu vois, dans les années 2000, c'était quelque chose qui était très important. Les BP, c'était des gros trucs et tout. Donc, je fais un truc Stanford-like, tu vois, buy the book. Je fais un BP qui, en 5 ans, amène à 30 millions d'euros. Waouh! Eux, ils faisaient 30 millions d'euros, mais ça faisait 20 ans qu'ils bossaient, quoi, tu vois. Et ils étaient dans le B2B, dans le grossiste, et ils gagnaient beaucoup d'argent. Mais ils avaient ce qu'on appelle un BFR, c'est-à-dire un besoin de financement qui était de plus de 6 mois. Donc, il fallait avoir des banques qui suivent derrière. Donc, ils ont besoin de payer les marques avant de vendre. Avant de vendre. Parce qu'en fait, ils rachètent le stock et ils le revendent. Oui, parce qu'eux, ils étaient dans un mode... C'est ça leur modèle, même voilà. avant l'e-commerce, c'était leur modèle. Avant l'e-commerce, leur modèle est très simple. C'est que quand tu as une marque, et ça, on ne le sait pas, à la fin des années 80, les marques ont changé complètement de modèle. Avant, elles avaient un modèle où tu avais des boutiques en France et tu avais Jean-Pierre qui était à l'usine et toutes les semaines, tu dis Jean-Pierre, refais-moi des chemises blanches, refais-moi des trucs. Tu pilotais à la demande. Un mec, un jour, il a dit putain, j'ai été en Asie du Sud-Est, guys, je peux te faire la même chose. Ça coûte rien. 20 fois moins cher. C'est pas possible. Nous, c'est un Français avec la qualité française et tout. Tu sais que ta chemise, encore en 2025, elle a été cousue par un humain. On est incapable de coudre une chemise par une machine. C'est un humain. Donc, quand tu as un humain qui qui a des salaires en euros, des mètres carrés en euros, et un humain qui était en Taïwan ou en Chine, c'est pas pareil. Donc, ceux qui l'ont fait et qui sont allés en Asie ont réussi à avoir exactement la même qualité, mais la différence, c'est qu'ils avaient 90% de marge, là où les autres étaient à 40% de marge. Et donc, ils ont été capables de dépenser en marketing, de faire des marques incroyables, parce qu'ils ont généré une marge qui leur a permis de fabriquer ces grandes marques, parce que justement... Et toutes les marques, y compris le luxe. Tout. C'était vraiment une hérésie que de continuer à le faire localement. Parce qu'en fait, tu n'avais pas les moyens de développer une marque. Nike, s'il n'était pas made in China, ce serait jamais Nike. Tu vois, c'est impossible. Ils auraient été trop chers, ça aurait été trop trucs, etc. Donc, ce que tu vends 100, disons une chemise qui vaut 100,
elle est livrée en France à 12 €, disons 10 €, 90% de marge. Fabriquée, livrée. Avec frais de livraison. Tout. Ça arrive, tu as payé 12 €, c'est arrivé en France. Ouais, en France. Et Ok. tu vas le vendre 100. Becher. Jusque-là. Jusque-là. Le seul petit problème, c'est que la Chine, c'est pas à côté. C'est pas comme Jean-Pierre qui est de l'autre côté de le truc qui te le fait. C'est loin. Et le Chinois te dit, OK, moi, le monde entier fabrique chez moi. Par collection, tu vas me passer une commande. Combien? Je sais pas. Non, mais combien de small, combien d'XL, combien de machin? Il faut tout me donner. Et attends, il faut que tu me ramènes le tissu avant que je commence. Moi, je vais te donner une fenêtre pour coudre. Si dès que le tissu n'est pas arrivé dans les bonnes quantités, donc il y avait ce qu'on appelle des circuits longs, une notion de planification très importante. Il fallait calculer la longueur de tissu dont j'ai besoin pour faire un nombre de chemises. Mais quand tu te dis, OK, combien de chemises je vais fabriquer? Ah, ben, l'année dernière, j'en ai vendu 1 143 122, je rajoute 10%, 1 248 623 d'après SAP. Et le Chinois te dit, tu sais quoi, tu fais 1,5 million, c'est encore moins cher. Je le fais à 8 €. Tu vois? Et en fait, la surproduction est devenue obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas prendre le risque d'avoir une rupture de stock. Quand tu vends un produit 100 € qui t'a coûté 10 €, Sachant que c'était une tu petite partie préfères en avoir ton... 15-20% de trop, parce que de toute façon, c'est des produits à 10 balles. Et de toute façon, le marketing, tu vas payer autant que tu vendes 1000 ou 1500. Donc, autant avoir assez de produits pour vendre. C'est exactement ça. De ne pas avoir de rupture de stock, parce que c'est une perte nette de chiffre d'affaires. Et tu es incapable de te réapprovisionner. Donc, la surproduction, à partir des années, mi-80, 90 et jusqu'à aujourd'hui, la surproduction est obligatoire. Tu es obligé de commander plus que ce que tu espères vendre pour être sûr de ne pas se retrouver en rupture. Tu as une rupture, ton chiffre d'affaires il va s'éclater. Et savoir à l'avance qui va être ton best-seller, qui ne va pas être ton best-seller, tu ne peux pas. Les seuls qui ont réussi à contrer ce modèle-là sont ce qu'on appelle le fast fashion. Les Uniqlo, Zara, H&M, eux, ils font une collection toutes les 2 semaines. Ah oui. Donc, ils ont lissé complètement Et le eux, risque. ils disent, je vais faire par référence, je ne vais pas commencer à faire des calculs de prévision, je vais faire 100 pièces à la taille, à la couleur, tout ce que je n'ai pas vendu, je le renvoie dans un autre circuit, tout ce que je n'ai pas vendu, ok. Mais quand tu n'as que 2 collections par an, automne-hiver, Quand tu as plein de collections, printemps-été, tu peux dire celui-là marche, ben je voilà, le ramène, etc. Et je le redistribue. Ce qui n'a pas marché là, je vais l'envoyer au Maroc, je vais le machin. C'est extraordinaire, la façon dont c'est organisé d'un point de vue logistique, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on a quelqu'un d'incroyable au Maroc qui a fait la même chose avec Marois. Exactement le même modèle. Et peut-être même qui conçoit les produits plus vite que les autres. Mais voilà, ça, c'est un modèle qui est très particulier, qui demande des capex énormes, une logistique et une informatique de très haute précision. Les marques traditionnelles qui font 2 collections par an, une collection, ça prend 1 an à prévoir, à concevoir, faire des échantillons, commander les tissus, livrer les tissus. Ah ouais, les boutons ils viennent du Pakistan. Ah ouais, les trucs ils viennent de là. Il faut que tout arrive en même temps pour fabriquer ta chemise. Le bouton, il vient pas de la même usine. Hein. Tu vois, le textile. Donc, tu as toute cette synchronisation qui prend du temps. Et après, tu as 6 à 8 semaines de bateau. Donc, c'est très, très long comme process. Et on a de la surproduction. Maintenant, si ça se passe bien, et je vends beaucoup, je vais me retrouver avec 10% de ma production non vendue. Et si ça se passe mal, ça va être 20%. Donc, entre 10 et 20%, production non vendue, les mecs se disent, c'est pas grave, puisqu'il y a 50% des produits que j'ai vendus à 100, j'ai vendu les autres 40% ou 35% entre moins 20 et moins 60. Ok. Voilà. Et donc, il me reste 15% que j'ai payé 10 balles, j'ai fait ma marge, j'ai gagné de l'argent, ça n'a aucune valeur ce qui reste. Mais dans les books, ils ont toujours la valeur à 10, donc 15% de 10, c'est important. Le vrai problème, il vient à la deuxième collection. Donc si à la première collection, c'est 15 d'invendus, tu as tout fait, hein, tu as fait tes ventes privées, tu as fait tes outlets, c'est vrai qu'il te reste 15%. Tu le mets dans l'entrepôt, puis on verra, on trouvera quelqu'un qui voudra les racheter et tout.
Tu as la deuxième collection qui arrive, 15% de plus. Donc tu as 30% de l'entrepôt qui ont des produits qui sont morts. Ou tu as tout fait, tu n'as pas réussi à les plus vendre. commander. Voilà. Et l'entrepôt, il se réveille à la troisième collection, quand tu te retrouves avec 45% de l'entrepôt avec truc. Et les mecs disent non, mais il me faut un autre entrepôt. Il lui dit mais ça va pas ou quoi? Ça vaut rien, dégage. Donc c'est là le métier qu'ils faisaient, c'est que eux ils allaient voir Levi's, ils lui disaient combien ça représente ces trucs, ces vieux nanars que tu n'as pas vendus dans ton réseau à toi, que tu n'as pas pu vendre, et qui prennent la moitié de ton entrepôt. J'en ai 300 000 paires de jeans. Ah, c'est beaucoup. Ah oui. Un jean blanc, il est gris, hein, donc ça vaut pas beaucoup. Donc eux, ils disent, ben voilà, c'est très simple, nous on a un service B2B où demain matin, tu as 300 000 paires de jeans, on a 32 camions qui vont arriver, ils vont tout prendre. On te fait un chèque. Et tu as un entrepôt qui s'est libéré au bout de 48 heures, libéré, et tu as un chèque. C'est génial. Attends. Ce que tu vends 100, que tu as payé 10, je vais te l'acheter 2. Mais c'est mieux que zéro. Et C'est tu vides, mieux que tu zéro, libères et ton tu entrepôt. vides ton entrepôt. Mais dans les books, dans les bilans, il n'était pas à 2, le truc. Et les mecs, ils l'ont gardé à 10. Ouais. Donc il va y avoir une dépréciation dans le bilan. Et tu sais, c'est comme quand tu as des actions, pas vendues, pas perdues. Tu vois, et là, c'est pareil. Ils ne sont jamais valorisés à la bonne valeur jusqu'au moment où ils les vendent. Donc les directeurs financiers, ils sont toujours à se dire « Oh là là, c'est du cash potentiel que je vais garder là pour montrer que j'ai du stock, machin. » Mais en fait, c'est du faux cash. Et donc leur problème, c'est qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. Ce qu'ils achetaient 2, ils le revendaient 8. Ce qui était revendu dans le commerce à 16, ce qu'on appelait les liquidation stores, les solderies, où là, la clientèle, c'était les pauvres. Les gens très pauvres qui s'en foutent de la marque. Eux, ils veulent la valeur utilitaire de produit. Il me faut une chemise. Il me faut un jean. Le jean, est-ce que c'est un Levi's qui valait 100 € ou un diesel qui valait 200 €? Il s'en fout. Lui, il va payer entre 14 et 16. De qualité et payer le bon prix. Et payer pas cher. Donc, c'était ça. Donc, eux, il fallait qu'ils achètent le moins cher possible parce que leurs clients allaient revendre ça. Donc, leur idée, leur problème, c'est que les marques ne travaillaient pas avec eux tous les ans. Ils attendaient vraiment d'être mzir et d'avoir 3 années. Voilà. Et parce qu'ils allaient avoir un petit chèque et il faut vraiment avoir un problème logistique, tu vois, vraiment un problème de place pour l'accepter de le dégager à 2 €. Et donc, ça les embêtait parce que mes associés, c'est des gens qui sont très long terme, qui veulent construire des choses dans le temps et ne pas être capable d'avoir cette relation de repeat business, c'était un problème pour eux. Avec les marques. Avec les marques. Parce que c'était des coûts. C'était des coûts. Alors, c'était super. Eux, ils ont commencé à 23 ans aussi, en sortant d'école de commerce. Ils ont commencé à 23 ans. Et ils ont fait Et ils ont fait des coups. Mais une fois qu'ils sont mariés, qu'ils ont eu des enfants, ils voulaient que les coups deviennent... Alors, ils ont gagné beaucoup d'argent. Hein. Il faut voir. Ils adoraient faire la fête. Ils adoraient faire les trucs. Ils s'achetaient des super fringues, des tableaux, des machins, des trucs. Et après... Bon, quand tu commences à avoir 35 ans, 30 ans, tu es marié, tu as des gamins, tu vas avoir quelque chose qui ne soit plus aussi aléatoire. Qui ne soit pas, je vais faire un coup et je vais aller à Saint-Trope faire la fête et tout. Non, demain matin, il voulait une boîte structurée qui croit et qui soit... Et c'est compliqué quand tu n'as pas un repeat business systématique avec les marques. Tu es obligé de travailler avec un nombre de marques énorme pour avoir tous les 2-3 ans quelqu'un qui revient, etc. Donc... ils savaient que leur modèle n'allait pas durer, que ça allait être limité, à cause de la non-récurrence des achats. Et donc, à un moment, ils ont eu très peur, parce qu'ils se sont rendus compte que certains de leurs clients, qui avaient des boutiques, n'avaient plus 3-4 boutiques, ils avaient 60-70 boutiques. Donc le mec, quand il a 60-70 boutiques, il va voir Levi's, il dit « Coucou Levi's, tu vois, sur tes 200 000 paires, moi j'aurais à prendre 100 000. Et je ne les prends pas à 2, je vais te les acheter à 6. » Et ils commençaient à avoir une concurrence de la part de leurs propres clients. Et donc, ils ont dit, si nos concurrents nous concurrencent, nous aussi, on va les concurrencer, on va aller en direct. Okay. Les concurrencer. J'ai vraiment envie de comprendre comment, tu vois, le début, la phase de démarrage. Mais j'ai une petite question avant ça. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de vente privée, c'était il y a une quinzaine d'années, je pense. Et c'est ma sœur qui m'en a parlé. Elle m'a dit, demain matin, je me réveille à 7h du matin pour acheter. En ligne. Je lui ai dit, comment ça, 7h du matin? Elle m'a dit, il y a une vente,
je ne sais plus quelle marque c'était, mais il y a une vente de telle marque, c'est à 7h du matin. Et à 7h30, il n'y a déjà plus ma taille. Et à 9h, il reste que des trucs pas jolis, etc. Tu en as parlé un petit peu au début sur ce côté de l'offre qui crée la demande. Et du fait d'avoir certaines marques, ça fait que tu vas amener beaucoup de gens dans ton application parce qu'il va y avoir du bouche à oreille, etc. Comment vous avez réussi à créer ce marketing-là autour de vente privée? Comment vous avez réussi à créer ce côté où il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont se réveiller le matin et aller sur vente privée pour acheter tel produit? Alors, ça a commencé par 200 personnes. Et quand j'ai présenté mon business plan à mes associés, tout à l'heure je t'en parlais, Jacques-Antoine m'a dit, écoute, je comprends rien à ton Excel, là. Je sais pas ce que c'est, tu me mets n'importe quel chiffre, blablabla. Tu sais ce que tu vas faire? Parle-moi clairement. Non, tu vas me faire un truc, le truc que j'avais jamais entendu de ma vie. Le mec, il a vraiment une puissance créatrice assez importante. Il me dit, enlève-moi la ligne chiffre d'affaires. Je dis quoi? Il me dit, tu vois, ton chiffre d'affaires, mets-moi 0 pendant 5 ans. Je dis, mais c'est quoi le truc? Moi, je te dis, mets-moi 0 pendant 5 ans et dis-moi combien tu perds à la fin. 250 000. Moins 250 000. Il dit, ok, donc mon risque maximal, c'est 250 000 euros. Je te donne 250 000, on est 4, on va mettre chacun un machin, et plus un centime de plus. Et on veut que ce soit rentable, parce que si tu n'es pas rentable, tu vas me demander de l'argent dans 6 mois. Je dis, mais c'est pas possible. Il dit, comment ça? Mais il n'y a pas un site de commerce électronique au monde qui est rentable. Rien à foutre. Il faut que tu sois rentable pour avoir le droit de faire des erreurs. Et ça, je m'en rappellerai toujours. Et il m'a dit, le meilleur moyen de ne pas perdre d'argent, c'est d'en gagner beaucoup. Et quand tu en gagnes beaucoup, c'est pas pour manger 45 steaks par jour, c'est que tu vas pouvoir essayer des choses. Tu vois, try and error. Donc, toujours cette stratégie extraordinaire qu'on raconte. Moi, j'ai un copain qui me dit, une stratégie, ça s'explique toujours 5 ans après. Là, c'est du storytelling rétro-ingénieré, la stratégie. Ce que tu fais, c'est que tu essayes, tu apprends, tu essayes, tu apprends, tu essayes, tu apprends, et au bout d'un moment, tu dis, waouh, regarde, c'était fait exprès et tout. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de storytelling par rapport à ça. La vraie question... Intéressant ça, parce que souvent, on a cette image des entrepreneurs comme des grands stratèges qui font des grands plans en disant dans 5 ans, j'en serai là, dans 10 ans, j'en serai là. Il y a toujours l'ambition. Et ça, c'est un des sujets dont on parlera peut-être tout à l'heure pour le Maroc, de libérer les ambitions. Ça, c'est important. Tu vois, moi, quand on m'a dit, est-ce que tu peux le faire? Je dis oui. Comment? Je ne sais pas, mais je vais le faire. Tu vois, je vais essayer, je vais apprendre de mes erreurs. L'un des plus gros problèmes qu'on a eu dans notre parcours éducatif, que ce soit au Maroc ou en Europe, c'est que le droit à l'erreur est puni. Les meilleurs élèves, c'est les mecs qui font Polytechnique, c'est les mecs qui n'ont jamais fait d'erreur. Mais ça ne fabrique pas des entrepreneurs, ces gens-là. Les meilleurs entrepreneurs sont les gens qui vont reconnaître leurs erreurs et qui vont les corriger très vite. Donc plus tu es bon élève, moins tu acceptes de faire des erreurs, puisque avoir 20, c'est de ne pas faire d'erreurs. Et c'est complètement... Toute ta vie, tu as été entraîné à ne pas faire d'erreurs. À ne pas faire d'erreurs. Donc c'est pour ça qu'on a un problème avec les ingénieurs, qui sont les meilleurs étudiants, leur changer le mindset et leur permettre le droit à l'erreur. Il y en a qui arrivent et ça devient des gens incroyables, et il y en a beaucoup qui résistent à ça en disant non, il me faut plus de temps, il me faut 6 mois pour être sûr que je ne fais pas d'erreur. Oui, mais le temps, c'est notre ennemi numéro 1. Et l'idée n'existe plus aujourd'hui. La valeur d'une idée, c'est pas ça, c'est la valeur de l'exécution. Tu prends Zuckerberg, c'était pas son idée, mais c'est lui qui l'avait. Tu vois, mais c'était pas son idée. Alors, ils ont été dédommagés et tout, mais moi, je préfère Zuckerberg que les deux jumeaux. Donc, très important le temps que tu as pour le faire. Et là, donc... et aussi, le temps est fonction de la marge que tu as. Moi, quand j'ai commencé, au début, on a fait une première vente, 200 personnes, tac. Alors, le premier truc que je me réalise, c'est que j'appelle le patron de... Alors, la première vente, c'était Blanc-Bleu, c'était le 12 février 2001. Et j'appelle le patron. Donc, on avait un stock, mes associés, ils avaient un stock Blanc-Bleu. On a eu l'autorisation de Blanc-Bleu de faire cette vente en ligne. Le mec, il était très innovant, il a dit, allez-y, machin. Et j'appelle Patrick et je lui dis, Patrick, je peux avoir les photos des produits? Il me dit, de quoi tu parles? Tu veux ma femme sur mon bateau à Saint-Tropez? Tu veux quoi?
Je dis non, les photos des produits. Il me dit mais je suis pas la redoute moi. Et en plus, ton truc, déjà tu vas le vendre à moins 80, je vais pas en plus te faire des photos de chacun des produits. J'ai dit pardon? Et comment je fais? Tu te démerdes. Ça, c'était juste avant la vente. 4 jours. Et là, j'ai compris, pas de bras, pas de chocolat. Et en fait, quand tu fais un site de commerce électronique, tu ne vends pas des produits, tu prends des photos des produits. Et tes photos sont moches, les gens n'achètent pas. Donc déjà, si tu voulais avoir un résultat viable, il fallait... C'était pas dans mon BP, hein, du tout. Je n'avais pas de ligne photographe, studio, machin. On est devenus les plus gros studios d'Europe. Hein. On shootait plus de 1 200 000 références par an. Et je me connais très très bien en photographie, en photo, en retouche, en tout ce que tu veux, etc. En AI pour la photo, on pourra en parler si tu veux. Mais ouais, ça a été la découverte absolue du moment. C'est le truc qui allait me flinguer complètement la rentabilité que j'avais planifiée dans mon BP. C'est que pour chaque vente, il fallait faire les photos de tous les produits. Tous les produits, les retoucher. Avant, on n'avait pas de caméra digitale. Ça veut dire qu'il faut des mannequins aussi, à chaque fois. Non seulement il faut des mannequins, mais un truc tout simple. Avant, c'était des pellicules. Les photographes, ils ne voulaient pas shooter en numérique. Donc, quand tu es en pellicule, tu ne vois pas la photo de ce que tu viens de shooter. Donc, le mec, il faisait 3 ou 4 par... Pour être sûr qu'il y en aura une qui est bien. Il y en a une qui est bien. Encore. Donc, tu te retrouves avec un nombre de photos à gérer énorme. Et après, ta pellicule que tu as développée, il faut la scanner. Et te la scanne sur un truc, ça prend 48 heures. Et après, ta balance de blanc, elle est pourrie de chez pourrie, machin, il faut retoucher de ouf pour arriver à un résultat séduisant. Et les mannequins, très important, à un moment, on a commencé à tester plein de choses. On dit, est-ce qu'on paye un mannequin ou pas? Est-ce qu'on le met sur un cintre? Est-ce qu'on le met à plat avec des épingles? Est-ce qu'on le met sur un mannequin en plastoc? Ou est-ce qu'on le met sur un vrai humain? Et si tu le mets sur un vrai humain, est-ce que tu mets la tête ou pas la tête? Parce que si tu mets la tête, il faut lui payer des droits à l'image. Si tu ne mets pas la tête, il peut faire 3 ou 4 marques différentes. Sans problème. Et tu ne payes pas le droit à l'image, puisqu'il n'y a pas la tête. Il n'est pas ce qu'on appelle du non-reco. Donc les gens, ils veulent voir un produit sur quelqu'un de très beau, en disant, ce modèle, il met du 36, prenez du 45. Du 46, ouais, comme toutes les marques. Tu veux acheter quelque chose pour te dire, je vais ressembler à ça. Exactement. Et ça, c'était très important. Le seul problème, c'est que ça coûte très cher. Et dans mon BP, ça ne marchait pas. Donc au bout de 6 mois, il y a l'expert comptable du groupe qui vient me voir. Il me dit, Ilan, non. J'ai dit, comme ça, non. Il dit, dans 6 mois, on arrête. Je dis, de quoi tu parles? Il me dit, non, ça ne marche pas. 25% de marge, ça ne marche pas. J'ai dit, comment ça? Il me dit, écoute, là, tu perds de l'argent. Et tes associés, ils me l'ont redit, ils ne veulent pas te le dire en face, mais ils ne mettront pas un centime. Mais attends, ils ont plein d'argent et tout. Non, tu n'as pas compris. T'as pas compris, c'est pas une question d'argent. Eux, ils ne veulent pas alimenter quelque chose qui n'est pas viable. C'est pas de te donner 2-3 mois de plus, c'est que ça ne marche pas. Ton EBITDA n'est pas structurellement positif. Tu peux perdre de l'argent, mais tu dois avoir de cette ligne, un modèle qui gagne de l'argent. Oui, si tu perds de l'argent parce que tu investis beaucoup en avance, ok. Mais là, ton équation économique, ta marge sur coût variable ne couvre pas tes frais fixes. Et je lui dis alors, il me dit, il faut au moins 35% de marge brute, 40 c'est mieux. Moi, j'avais 23 ans. Je lui dis, mec, comment tu veux que moi, à 23 ans, j'aille voir une marque? Et je lui ai dit, c'est pas 25, comme tous les concurrents traditionnels qui le font depuis 100 ans, ils prennent tous 25%. Moi, je vais arriver et je vais dire, notre nouveau truc sur Internet, et machin, c'est 40. 15%, ouais. Comment tu veux que je fasse? Il me dit, écoute, moi, je suis expert comptable. Ça, c'est ton job. C'est ton problème. Et je pense qu'il nous a permis de changer complètement de mindset. Il a fallu qu'on trouve un discours commercial qui explique que 40%, c'est moins cher que 25%. Comment vous avez fait? Parce que c'est effectivement moins cher que de 25%, parce que les gens qui ont 25% se font livrer des produits dans des showrooms, les trucs sont éclatés, ils n'ont plus aucune valeur derrière. Donc quand tu fais vraiment le calcul économique end-to-end, nous, les produits ne bougent pas. C'est juste un fichier Excel. Tu payes 40% que ce que j'ai vendu. Tu vois? Et eux, ils étaient obligés d'envoyer 10 000 produits, ils éclataient, donc au final, ils payaient les machins. Ils allaient s'y retrouver plus. Bien sûr.
Et souvent, quand tu... Mais la marge, c'est vraiment le problème numéro 1 des start-upers. Ils essayent toujours de faire des produits pas chers. Moi, je dis, je veux bien qu'ils soient pas chers, mais que tu gagnes beaucoup d'argent. Si c'est pas cher et tu gagnes pas beaucoup d'argent et qu'il va falloir te financer pour compenser le pas cher, tu t'es trompé de modèle. C'est-à-dire, tu peux vendre pas cher, mais à beaucoup de gens ou trouver un moyen de... Si tu vends pas quand même cher, avoir il faut que tu aies marge. une très grosse marge Ouais. qui justifie le fait que tu es capable d'être pas cher. Mais sinon, pourquoi ? Un mec, tu lui dis, je vais te faire 1 million d'euros d'économie et mon service, il coûte 100 euros, et jamais il va prendre ton service parce qu'il va pas le croire. Si tu fais 1 million d'économie, il faut que tu prennes 100 000 euros, il faut que tu prennes 10% de l'économie. Tu vois, tu peux pas dire, avec 100 euros, je vais te faire économiser 1 million, mais t'es ahmar, c'est pas possible. Donc souvent, tu as des entrepreneurs à qui tu parles et tu leur dis augmente tes prix, sois plus ambitieux sur ça. Le plus gros sujet qu'on voit chez les entrepreneurs du monde entier, ils sont très bons pour fabriquer un produit, ils sont pas bons pour le vendre. Et je suis surpris où même les gens qui sont issus des meilleures écoles de commerce françaises, ils sont capables d'aller lever 5 ou 6 millions d'euros, ils sont incapables de vendre un produit à 40 euros à Madame Michu. Incapables. Ils n'ont pas cette fibre commerciale. Et du client, qu'il soit B2B ou B2C, c'est pareil. Il faut savoir vendre. Si tu veux faire du chiffre d'affaires, c'est une croissance des ventes. Donc à un moment, c'est un truc qui est extrêmement important. Qu'est-ce que tu as, je sais pas, un petit tips que tu as appris sur la vente? Quelque chose que tu as appliqué ou que tu as vu chez toi, soit chez les meilleurs vendeurs que tu as rencontrés? Non, alors le principe, et ça va apporter un peu de la suite sur la croissance exponentielle, le principe de base, c'est qu'il faut que tu génères de la satisfaction. Quelqu'un qui est content, il y a une probabilité qu'il rachète. Quelqu'un qui n'est pas content, c'est sûr qu'il ne va pas racheter. Donc, il ne faut jamais voir une vente comme étant un one-shot. Il faut toujours le voir en long-term value. Si quelqu'un achète et ne rachète jamais, pourquoi ? Ah, ben le produit... Ben d'accord, il faut changer le produit alors. Parce que avoir des clients, les convertir, c'est très facile de vendre en ligne. Je te fais une très belle photo avec un super prix, tu vas vendre. Mais si tu livres pas en temps et en heure, si le produit ne ressemble pas à la photo, si le machin, le mec, il va jamais racheter. Et alors, tu vas faire quoi ? Tu vas repayer Google pour te ramener des nouvelles personnes en permanence. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Et donc, il faut impérativement toujours être consumer-centric. Focus. Est-ce que j'ai une solution à un problème ? Est-ce que mon client, une fois qu'il a commandé, il est satisfait ? Dans l'e-commerce, la satisfaction, elle se passe quand ? À la réception du produit. Quand il ouvre le colis, pas à la vente. Donc si toi, tu ne mets pas l'argent qu'il faut en logistique pour respecter les délais de livraison, pour avoir une qualité de livraison qui soit parfaite, le mec, il ne va pas racheter. Ce que tu dis aussi qui est intéressant, c'est que ton produit, ce n'est pas seulement le pull ou ce que tu vends, c'est tout. Tout à l'heure, tu as dit que ton produit, c'est la photo. Ton produit, c'est aussi la livraison. Ton produit, c'est le packaging. Ton produit, c'est le service client. Oui. Et le service client, c'est peut-être le plus important des produits parce que shit happen all the time. Tu ne peux pas avoir 100% de satisfaction, ce n'est pas possible. Tu vas toujours avoir des gens qui vont avoir un problème, mais qui n'est pas lié à toi. Tu envoies 6 assiettes, il y en a une qui se casse, c'est parce que dans le transport, tu as un truc qui s'est passé. Et ben, si le client te dit, t'appelle, alors quand un client appelle le service client, c'est jamais pour te dire merci. Hein. Les choses soient claires. Il appelle toujours parce qu'il est vénère. Et donc, le pauvre personne du service client, il n'a rien fait, lui. C'est pas lui qui a livré les assiettes. Lui, il gère que les problèmes. Voilà. Et donc, si tu ne lui donnes pas les outils pour transformer quelqu'un qui est insatisfait en satisfait, son job, il est impossible. Pour moi, le service client, c'est le thermomètre de l'entreprise. La tour de contrôle, il voit tous les problèmes. Quand il y a eu des pannes informatiques, quand il y a eu des problèmes de livraison, quand il y a eu des problèmes de transport, quand il y a eu des problèmes de partenaires, quand il y a eu des problèmes de livraison de la marque, ils savent tout, puisqu'ils ont les plaintes. Et la question, c'est comment tu transformes la plainte. C'est simple. Quand il y a quelqu'un qui se plaint, tu transformes une insatisfaction en satisfaction. Tu payes. Tu payes. Tu as fait une faute, tu payes. Le mec, il a commandé 6 assiettes, il y en a 5 qui sont arrivées en bon état, une cassée. Tu rembourses les 6, tu donnes un avoir des 6, tu rembourses les frais de port et tu dis « je suis désolé, ça n'arrivera plus. Voilà, je vous dédommage
plus que vous n'avez jamais rêvé de manager, et elle dit que les 5, tu les gardes, c'est Fabor al-Hsabi. Pourquoi? Le mec, quand il est comme ça, il dit, putain, vente privée, des fois, il y a des problèmes, mais quand tu as un problème, tu es content, tu es plus content que si tu n'en avais pas eu. Tu es rassuré. Voilà. Et là, ça te donne de la crédibilité, de la confiance, et là, les gens, ils vont en parler autour d'eux. Donc, s'ils en parlent autour d'eux, bah, ça va créer des nouveaux clients naturels qui vont venir. Et nous, comme on n'avait pas d'argent, le seul modèle que j'avais à ma disposition, c'est ce qu'on appelle le MLM, le multi-level marketing, qui est du parrainage. Si tu me ramènes quelqu'un et qu'il achète, je te donne 8 €. Donc les gens, ils se disent, ah bah tiens, si je ramène 10 personnes, ça me fait 80 €, si machin, truc, etc. Et donc c'est une boule de neige qui met vachement de temps à se mettre en place, mais une fois qu'elle est en place, tu as 20 000 personnes par jour qui s'inscrivent. Donc ça, c'est un des trucs qui vous ont permis d'atteindre la croissance. C'est le truc. Mais c'est long. C'est long. Ça prend 2-3 ans avant d'avoir un... Mais après, c'est exponentiel. Oui, ultra exponentiel. Aujourd'hui, il y a encore 30 000 personnes qui s'inscrivent tous les jours. Ça, on demanderait. C'est juste la mécanique qui le fait. Aujourd'hui, on a accès à des façons d'avoir du trafic payant. Il faut juste savoir un truc, c'est que le taux de conversion en ligne d'un site de commerce électronique, c'est 1%. Donc ça veut dire qu'il y a 99% des gens que tu as payés chez Google pour qu'ils viennent chez toi qui ne vont pas acheter. Donc il faut que les 1% remboursent les 99% des gens qui ont cliqué sur le lien et qui n'ont pas acheté. Donc ça déjà, c'est compliqué à faire. Et d'avoir un return on ad spend qui soit bon. Donc moi je dis toujours, avant de faire des pubs Google, transforme ton 1% en 5%. Pourquoi tu as 99% des gens qui viennent et qui n'achètent pas? Amazon, il a 17% ou 20%. Qu'est-ce qu'ils font de mieux? Qu'est-ce qu'ils font de mieux? Ils ont un super moteur de recherche, ils ont tous les produits du monde. Tu sais, Amazon, c'est un e-commerce de la recherche. Hein. Tu ne vas pas sur Amazon pour te dire wow, qu'est-ce qu'il y a de sympa en ce moment. Non, tu vas là-bas pour acheter un truc précis. Tu as 4 options de livraison, 4 options de trucs. Merci, au revoir. C'est pour ça qu'il a inventé la marketplace, d'ailleurs. Voilà. Mais ça marche. Et les mecs Prime, je crois qu'ils sont à 60 ou 70% de conversion. C'est monstrueux. Nous, chez VP, on est entre 8 et 10. Parce qu'on a un focus sur comprendre pourquoi les gens viennent et n'achètent pas. Dans cette phase où, parce qu'on va arriver à justement un moment, quand tu crées une boîte, tu as toujours quelques années où tu essaies de craquer un modèle, de comprendre ton marché, un modèle. Et après, si tu as réussi à faire ça, les gens qui sont chanceux et qui arrivent à le faire, après, ils ont une forte croissance. Avant d'arriver à cette inflection point, on appelle ça. Avant d'arriver à cette inflection point, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez essayé pendant ces premières années et qui n'a pas fonctionné? Ouais, tout. La plupart des choses. Non, c'est qu'au début, on n'essayait pas, on ne testait pas, on écoutait les experts. Mais il n'y avait pas vraiment d'experts puisque tout était nouveau, il fallait tout tester. L'ADSL est arrivé en 2003 en France. L'ADSL libéralisée, je veux dire, celle qui n'était pas chère, celle de Free. Tu vois, ça arrivait en 2003, tu avais de l'ADSL avant, mais les gens, ils avaient de meilleures connexions au bureau qu'à la maison. Maison, c'était encore des vieux modems. Donc quand tu as une connexion qui est très lente, bah, les images mettent du temps à se charger, l'expérience est naze, tu n'achètes pas. Tu vois. Donc les grands experts mondiaux disaient, bah oui, il faut être fermé le week-end et au mois d'août. Parce que les gens ne sont pas au travail. Et la consommation e-commerce n'est qu'au travail. Donc nous, on était fermé le week-end. Pas de vente le week-end. Et fermé tout le mois d'août. La reprise de septembre, elle était compliquée, hein, quand il était fermé pendant un mois. Voilà. On faisait en semaine. Et alors, fun fact, au départ, comme on voulait les horaires de bureau, on ouvrait à 10h30 du matin. Temps d'arriver au bureau et d'avoir du temps. Voilà. Et que tu fasses tes mails, que tu machin, les trucs, etc. Sauf qu'à 10h30, il y avait tellement de gens qui venaient que les serveurs sautaient. Et on me dit toujours, putain, mais comme tu me disais, ta sœur qui se levait à 7h du matin, etc., c'est parfait pour elle parce que c'est avant le lever des gamins, tu vois. Et on me dit toujours, putain, quelle belle stratégie d'avoir mis ça à 7h du mat, c'est très bien pensé. Non, c'est juste qu'à 10h30, ça sautait, donc on a mis 10h, 9h, 8h, 7h, c'est bon. Et c'est comme ça qu'on arrive à 7h.
On faisait 7 heures en semaine et 8 heures le week-end. Incroyable. Donc Ouais. ça, c'était pas une stratégie. Ça s'est Non, fait... tu essayes de régler un problème. Parce qu'avant, il n'y avait pas de cloud. S'il me fallait de nouveaux serveurs, il fallait que j'attende au moins 1 mois et demi de commandes. Quand tu as tes serveurs, il faut t'assurer que tu as l'électricité dans les baies pour ça, le nombre d'ampérages. Enfin, c'était tout un bordel avant de rajouter des serveurs. Donc, et comme on n'avait pas beaucoup d'argent, je n'avais pas acheté 50 serveurs d'avance, tu vois. Après, on a fini avec des data centers de ouf. Mais ça, c'est vraiment le genre de choses que tu apprends. Et là, on n'avait pas la capacité, donc on disait non aux gens. Tu vois, il y avait trop de gens qui venaient, personne n'était incapable de... Et ça, c'est la chose qui nous a toujours obsédés, c'est il ne faut jamais dire non à un client. Jamais. Si tu veux faire de la croissance, tu ne vas pas commencer à refuser des ventes. Il faut l'accepter. Et on me dit, ouais, mais bon, c'est compliqué. Oui, mais c'est un bon problème. C'est un problème, mais c'est un bon problème. Problème de croissance. Il y a des gens qui investissent beaucoup pour attendre la croissance qui n'arrive jamais. Comment tu as senti que c'est bon, vous étiez à un moment où il y avait un inflection point et que, parce qu'on a testé et que là, il y avait de la croissance. Ouais. Est-ce que c'était évident? C'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de ventes? À un moment, oui. On a eu un inflection point en novembre 2003, où à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on va arrêter ou pas? Et on faisait beaucoup de produits hors textile, du Moulinex, du Krups, des machines à laver, des choses, tu vois, comme ça, qui en photo, n'avaient pas besoin d'être essayés. Les produits étaient connus, des appareils photo, des trucs comme ça, mais il y avait très peu de marge. On n'est pas sur du textile. Et à un moment, on s'est dit, on va tout essayer. On ne peut pas arrêter sans avoir tout essayé. Et on essaye la lingerie. Parce que tous les experts du monde nous disaient ça ne marchera jamais parce que la lingerie, en plus, tu as les tailles de bonnet, tu as un nombre de références qui est extraordinaire. Donc déjà, si un t-shirt, tu ne veux pas l'acheter parce que tu as peur de la taille, alors... Et on a fait une marque qui s'appelle Lise Charmel, on a fait du moins 60 et on a fait 350 000 € en 30 minutes. Ah ouais, ok. Et là, en 2003. Hein. En 2003. Et là, on a compris qu'on avait touché un truc. Après, bon, il y a eu un ascenseur émotionnel parce qu'il n'y avait pas les stocks. Et bon, ça a été très compliqué à gérer, mais on a validé un modèle. Et à partir de là, tout le groupe qui avait est venu bosser pour VP et on a développé commercialement très, très fort tout le truc. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle croissance exponentielle. En termes de chiffres, là, là si tu veux, première année, on a fait 500 000, après 2,5 millions, après 5 millions. Et là, après, ça fait 5 millions, 15 millions. 15 millions, 120 millions. Là, cette année-là, c'est l'explosion nucléaire. 15 millions, 120 millions. 120 millions, ouais. En un an. Et tu dois livrer, hein, et tu dois truc. Mais tu sais, le nombre d'étapes de boîtes que c'est entre 15 et 120, c'est énorme. Après, on a fait 120, 300. Sans problème. C'est que doublé. Mais à un moment... l'associé me dit il faut recruter plus de monde et tout. Je dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas, rien que recrute, on verra bien. J'ai dit mais je vais recruter des gens, je leur dis je sais pas ce que vous allez faire. Ouais, rien que recrute. Et je te jure, vous trouvez quelque chose à faire. Mais de toute façon, il y a une tonne de choses à faire. Donc quand tu passes de 15 à 120 millions, ton conseil il faut pas dire non. Il faut le faire. Il faut toujours dire oui et trouver des solutions. Trouver des solutions. Et ce qui se passe, c'est que tu as, j'ai compris, une fois que tu arrives à l'inflection point et que tu as une croissance exponentielle, qui est souvent liée à ton modèle. Hein. Pourquoi est-ce que c'est exponentiel? Parce que tu as travaillé la satisfaction. Les gens sont contents. Et donc, ils en parlent autour d'eux. Il ne faut pas sous-estimer le fait... Tu sais, à un moment, quand tu fais un truc à la télé, tu parles à 5 millions de personnes, ok, bon, combien de personnes vont... Mais tu parles à 100 personnes qui chacun parle à 10 personnes, qui chacun parle à 10 personnes, qui chacun un truc. Ce système par étage, ça fait des millions de personnes très, très vite. Très, très, très vite. Et donc, s'ils sont tous contents, ça amplifie complètement le phénomène, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Et donc là... Tu te retrouves confronté, quand tu attaques cette partie exponentielle à gérer qui est soi-disant impossible. Bon, ok, on a évidemment fait plein d'erreurs, on a évidemment pu faire plus si on avait fait moins de choses, mais bon, c'est déjà pas mal. Tu as une équation qui s'appelle volume, qualité, coût. Et c'est une équation impossible à résoudre parce que la satisfaction va faire en sorte que tu vas avoir du repeat business, donc une croissance du chiffre d'affaires. Donc les volumes vont augmenter. Si tes volumes augmentent et que ta qualité est maintenue,
tes coûts vont exploser. Tu vas faire de l'artisanat, un truc, ça va exploser. Et en plus, plus tu vas en prendre, moins il y a de gens dispo, plus ils sont chers, etc. J'ai eu le problème, par exemple, sur les mannequins. À un moment, il n'y avait plus de mannequins. C'est-à-dire ? Il n'y avait plus de mannequins en Europe. Il n'y en avait plus assez en Europe. En Europe. Moi, je payais 700 balles la journée. On m'a dit, il n'y a plus de mannequins à 700 balles la journée. Ouais, tu les as tous. Ça montre la taille du truc. Et j'ai dit alors, il me dit, il faut payer 900. J'ai dit, mais je ne vais pas augmenter mon trafic, mon truc. Donc, mon associé me dit, Ilan, j'ai vu Avatar hier, fais-moi la même chose. Je dis, mec. 3D sans mannequin. Ouais, il m'a dit, il faut qu'on éradique le problème du mannequin. Parce que plus on va grossir, plus on va demander de payer cher. Parce que est-ce que je veux de la mannequin à 700 € ou baisser en qualité ? Si je baisse en qualité, je vais niquer mon chiffre d'affaires d'après-demain. Donc il faut que j'augmente ma qualité. Oui, mais comment tu veux augmenter ta qualité sans toucher à tes coûts et à ta capacité à générer des marges, etc. Et donc, la seule solution à ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation. Il va falloir que tu fasses différemment, que tu copies ce que tu faisais en mieux. Et donc, l'innovation est un moteur de croissance. Très souvent, je vois dans les entreprises où l'innovation, c'est un peu de la com interne, de la com externe, de machin, des trucs où tu vois des très grands acteurs, très très gros acteurs qui te proposent des produits qu'ils n'utilisent même pas eux-mêmes, tu vois, donc juste pour faire beau. Donc moi, je sais que l'innovation est un moteur de croissance, très fort. Et j'ai même créé un accélérateur en 2016, je crois. Quand Station F s'est créée, il y a Xavier Niel qui est venu nous voir, qui nous dit, bon voilà, moi je vais monter le plus grand incubateur du monde, 3000 startups, je vais avoir 3 parties, une partie où il y aura les fondations très institutionnelles, une partie startup et une partie où il y aura un food court où les gens pourront faire du business de façon très informelle et tout ça. Projet merveilleux, incroyable, vraiment un entrepreneur de génie. Et il me dit, à Jacques-Antoine et à moi, il me dit... ouais, ce serait bien que, moi, les 3000 startups, je ne sais pas comment je vais faire pour gérer. Hein. Donc, quand j'ai demandé à mon équipe, ils me disent, on va être 50 pour gérer les 3000. Ils disent, mais ça va pas ou quoi ? Non. Je vais trouver des partenaires qui vont prendre une partie de ces 3000. OK. Voilà. J'ai dit, OK, très bien. Donc, tu aimerais quoi ? J'aimerais bien que vous fassiez un incubateur vente privée ici, dans la fashion tech. J'ai dit, pardon ? La fashion tech, c'est le machine à coudre, mec. La retail tech, retail, fashion, ce que tu veux. Faites ça. Et je lui dis, moi, c'est pas un incubateur que je veux faire, c'est un accélérateur. Il dit, mais c'est quoi la différence ? Je dis, un incubateur, c'est très bien dans les universités. C'est là où les gens, ils font de l'idéation, ils travaillent et trucs. Nous, on est un corporate, on a besoin de solutions, pas de gens qui réfléchissent à des idées. Moi, j'ai besoin de produits prêts à l'emploi et de voir si ça va marcher. Me dire j'ai un problème, plutôt que le faire en interne, je vais aller trouver des gens qui commencent à comprendre. Aujourd'hui, on appelle ça l'open innovation. Bon, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais en fait, j'avais compris que si je crée un accélérateur corporate, il était pour accélérer moi, pas la boîte. Moi. Et s'il m'accélère moi, j'accélère la boîte, évidemment. C'est toujours ce truc, c'est toujours cette mentalité de se dire il faut qu'il y ait un intérêt pour tout le monde pour faire les meilleurs projets, quoi. C'est le meilleur accélérateur, celui qui a un intérêt pour le corporate, pour l'entrepreneur, pour la start-up et pour Station F. Alors, tu as surtout un phénomène, c'est que moi, j'ai recruté des gens dans cet accélérateur en leur disant je veux pas de site web où les gens ils déposent des dossiers. Je vais vous donner une liste de 10 problèmes et vous allez trouver des startups qui ont des solutions à ces problèmes-là. Il dit, ouais, mais pourquoi on le fait pas en interne ? Je dis, je sais pas. On est 500, il y a 500 ingénieurs ou 600 ingénieurs. Ils ont la liste là, ils font autre chose, de certainement plus important. Ils ont leur roadmap. Moi, ces problèmes-là, je vis avec depuis des années et des années. Ça me coûte de l'argent, je sais combien ça coûte. J'en ai marre de vivre ça et on n'a pas la bande passante pour le faire. Donc, trouvez-moi des startups. Et donc, j'ai mis en place un comité d'investissement où des startups étaient identifiées. Ils venaient nous pitcher. Avant le programme d'accélération, en disant, voilà, nous, ce problème-là, on est capable de le résoudre avec cette solution-là. Est-ce que ça vous intéresse ? Tac, 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 tac. Et dans le comité d'investissement, c'était les fondateurs de VP et le membre du COMEX en relation. Donc le mec, quand on disait go,
Il avait la wildcard absolue. Et là, je me retrouve confronté, comme tous les corporates, à les mecs de l'IT qui débarquent, qui me disent, Ilan, hey, la startup là que tu as reçue, machin, truc, ouais, moi aussi je suis capable de le faire. Je dis, mec, ça fait 3 ans que je te demande de me résoudre le problème. Et tu me dis que c'est maintenant que tu te réveilles. Et tu me dis que tu es capable de le faire parce que tu es blessé dans ton orgueil. Alors je vais t'expliquer un truc. J'espère pour ta gueule que tu es capable de le faire, sinon je te vire. Mais tu l'as pas fait. Tu vois ? J'espère que tu es capable de le faire et qu'on soit capable de faire ce qu'ils ont fait. Vous l'avez pas fait, guys. Et vous n'êtes pas en mode start-up. Donc, moi, j'ai une solution qui est disponible. Et il me dit, mais elle est trop petite. Évidemment. Et pourquoi on va faire cette accélération ? Je veux voir si ce qu'il m'a pitché est vrai ou pas. Donc, je vais lui donner accès à mes datas. Tu vas prendre et tu vas travailler sur 2 ou 3% de mes datas, je m'en fous. Mais si je vois que mon problème qui vaut tant de millions d'euros, tu l'amortis de 20 ou 30%, c'est déjà 30% de millions d'euros. Ça se paye tout seul. Non, mais laisse-nous te montrer qu'on est capable de le faire. Première erreur, je les ai laissés faire. Le 2 mois pour le refaire, ça a duré 6 mois. Ils n'étaient pas capables de le refaire. C'est normal parce que les autres, ils avaient passé 2 ans ou 3 ans dessus. Et en plus, ils avaient d'autres projets en interne à gérer. Mais eux, 6 mois après, ils avaient avancé encore plus. Donc, je leur ai dit, bon, c'est bon, merci, au revoir, les amis, on va commercialiser avec eux. Non, mais machin, truc. Donc, tu sais ce que j'ai fait ? J'étais obligé de les racheter. J'ai dit à l'IT, je vais racheter une équipe et je vais te la donner. Voilà. Donc, mon problème là, tu n'avais personne pour travailler dessus. Ah ouais, j'ai racheté une équipe. Ils sont spécialisés. Et ils sont spécialisés là-dedans, ils vont faire que ça. Et très souvent, tu vois dans les startups, une volonté de se faire racheter par un corporate. Pourquoi ? Parce qu'ils savent concevoir des produits, ils savent les développer, mais ils ne savent pas les vendre. Et d'un point de vue du corporate, ce que tu dis quand tu rachètes une startup, en fait, tu rachètes une équipe. Exact. C'est ça le plus intéressant. C'est le plus important. Une équipe compétente. En soi, le produit, peut-être qu'ils ont réussi à le régler, peut-être qu'ils n'ont pas encore réglé le problème, mais en tout cas, tu sais que c'est une équipe compétente. Tu sais que c'est une équipe compétente qui va t'apporter quelque chose pendant un très court laps de temps. C'est-à-dire que pendant 3 ans, ils vont rester motivés. Ils ne resteront pas au-delà de 3 ans, ils vont se faire bouffer par l'organisation, machin. Donc, il faut qu'on ait un plan d'exit chez eux, de leur dire, voilà, je vous mets des earn-out sur 3 ans, dans 3 ans, vous dégagez. C'est moi qui reprends Et en fait, j'achète des produits que je mets dans mon stack de produits, tu vois. Ouais. Ça, c'est important de le voir comme ça. Les corporates, en France, ont mis du temps à le comprendre. Maintenant, tu vois Total, qui est quand même un énorme corporate, une fois par an, tu as le PDG monde de Total qui arrive à Station F et qui se fait pitcher 15 boîtes et il en rachète 5. PDG monde de Total, hein, on le considérait comme le truc le plus... on a besoin de personne et tout ça. Non. Et il va et rachète 5 boîtes qui sont sur des trucs. Parce qu'à un moment, si tu veux de l'agilité, c'est hors organisation, c'est hors normes et tout ce qu'on a. On a des procédures, on a des process. Et à un moment, il faut faire des choses en dehors de ça. Donc, on est obligé d'aller chercher d'autres personnes. Mais après, les grands entrepreneurs, ils n'ont pas besoin de se faire acheter par un corporate. Mais tu as beaucoup de startups comme ça qui sont intéressés par rejoindre des groupes, de revendre en interne, et parce qu'ils vont se focaliser uniquement sur le développement du produit. Maintenant, très clairement, quand tu es mono-client, tu es moins innovant que si tu es multi-client. Donc, quand un groupe rachète un produit, il sait qu'il sera que pour son usage et que son innovation de ce produit sera limitée dans le temps. Mais peut-être que ça résout un tel gros problème que c'est intéressant de le faire. Donc, tu nous as raconté un petit peu toute cette histoire d'hypercroissance. En 2007, vous devenez la première licorne française. Donc, vous avez fait 1,1 milliard de dollars. 1,1 milliard de dollars. Et là, à ce moment-là, vous levez des fonds ? Non, on n'a jamais levé. D'abord, on n'a jamais levé. C'est un autre sujet hyper intéressant. C'est complètement sans lever de fonds. Si tu es rentable, pourquoi tu veux lever ? Si tu gagnes de l'argent, pourquoi tu veux lever ? Si tu es capable de financer ta croissance, puisque nous, on est dans un modèle... on ne paye que ce qu'on a vendu. Donc, on encaisse l'argent avant de payer les fournisseurs. Donc, plus je crois, plus j'ai du cash pour financer mon activité, ma R&D, mon chose. Donc, je vous n'avez pas dit à un moment, on peut lever pour accélérer encore plus ? Possible, mais c'est peut-être le problème des boîtes profitables. C'est peut-être le problème des boîtes profitables. Quand tu fais 15 à 18% d'EBITDA, tu te verses des gros dividendes tous les ans.
Est-ce que tu as envie d'abandonner une partie de ces Ouais, de dividendes perdre du pour faire une contrôle, levée de 500 millions? Nous, on a racheté le numéro 2 européen, 490 millions, on l'a acheté en dette. On aurait pu lever, faire une entrée en bourse pour lever 500 millions et racheter Fabor, cet acteur-là. Ça nous aurait coûté certainement moins cher, ça aurait été peut-être plus lean, mais ce n'était pas notre philosophie. C'est quoi les grandes étapes un petit peu ensuite de vente privée jusqu'à... Une fois que tu as trouvé ton inflection point, exactement le truc, on passe en mode focus. C'est-à-dire, tu essayes plein de trucs et à un moment, tu trouves ce qui marche, stop, on arrête le reste. On fait tout ce qu'il y a de plus simple et qui rapporte le plus. La croissance, elle vient dans la simplification et non pas dans la complexité. Les gens qui pensent qu'il faut rajouter des features, des machins pour faire de la croissance, ils n'ont rien compris. Vends ton produit. Commence déjà par vendre ton produit. Si tu penses qu'il faut encore développer des features pour qu'ils se vendent tout seul, ça n'existe pas un produit qui se vend tout seul. Mais ça existe des mauvais vendeurs. Ça existe des mauvais marketeurs. Pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement important et je m'entoure vraiment toujours de spécialistes sur tous les sujets. C'est que trop souvent, les gens ils passent de produit à sales and communication. Et ils oublient la partie marketing. La partie marketing, c'est la science du marché. Qui est mon client, qui n'est pas mon client? À quel prix? Toi, les gens, ils bypassent. Ils fabriquent un produit et yallah, on va le vendre. Ah, mais je vais prendre un grand groupe, un machin. Oui, mais le grand groupe, il va mettre 2 ans ou 3 ans à contractualiser. S'ils contractualisent. Ouais. Parce que le premier réflexe, c'est comme déjà chez moi, ils ont dit on va le refaire en interne. Alors, un grand groupe du CAC 40, à ton avis, il fait quoi? Mais ils vont te recevoir. Hein. Et ils vont te dire, on va faire un pot gratuit. Ouais. Ils veulent te tuer. Parce que s'ils te tuent, ils peuvent te racheter pas cher. Il y a des stratégies comme ça. Donc, important de voir que tu as cet inflection point. Ensuite, tu as une croissance exponentielle. Et nous, on est passé par un ralentissement, une industrialisation, pré-internationalisation. Et, mais quand même avec des très beaux taux de croissance et tout. Mais ce que tu vois aux États-Unis, ils ont réussi à garder un rythme de croissance exponentielle since day one. Nous, à un moment, on a industrialisé, on a ramené de la robotisation, des machines, des trucs, du process, etc. Et j'étais complètement fasciné que quand je visitais un entrepôt Amazon, il n'y avait pas un convoyeur, il n'y avait pas un robot, il n'y avait rien. Que des gens qui marchaient entre 17 et 20 km par jour pour aller chercher ton produit. Et tu le recevais quand même en 24 heures. Et je disais, mais vous êtes complètement débile. Nous, on a des machines qui te le font le truc, le prix au produit et tout. Il dit, ouais, mais si tu mets des machines, tu te limites. Pourquoi? Parce qu'elles ont un rythme, elles ont un pace. Donc, à un moment, eux, ils prennent 10 000 mètres carrés de plus et 100 personnes de plus et paf, ils continuent la croissance. Et ils n'ont pas arrêté de et le mec, il va marcher de 17 km à 20 km. Tu peux marcher 20 km. Donc, l'innovation, ça te permet de continuer à croître, mais l'industrialisation, parfois, ça te limite. Exactement. Ça va te mettre... c'est de la machine. Hein. L'industrie, c'est quand tu commences à mettre des machines et des choses qui vont le faire. Ça peut... Et comment tu fais la différence? Parce que parfois, tu peux te dire que la robotisation, c'est de l'innovation. Oui. Donc, c'est quoi? C'est par exemple, les process, c'est pas de l'innovation, mais par contre, l'innovation, ça va être une nouvelle manière de faire. Tu vas avoir, quand tu commences à rentrer dans l'ingénierie de pointe, etc., c'est là où tu te rends compte la différence entre la théorie et la réalité. En théorie, j'ai un convoyeur qui va à telle vitesse-là, et donc il est capable, en throughput, de sortir 1000 colis heure, par exemple. Ça, c'est la théorie. Sauf que pour le convoyeur, il va vraiment aller à cette vitesse-là, mais les mecs qui posent les colis, peut-être qu'ils ne mettent pas à 1000 heures. Donc, elle dit que les 1000, tu as 50% des 1000 in fine, parce que tu as de l'humain quelque part qui injecte les produits, il y a des ruptures de charge et des choses comme ça. Donc, tu te rends compte que tu fais des dessins capacitaires, théoriques, etc., sur des datas qui ne seront pas confrontés correctement au réel. Moi, quand il y a un constructeur, il me dit je sors cette capacité, déjà j'enlève 50% d'îlot là. Parce que ce n'est pas lui le problème, c'est ma capacité à moi de suivre la cadence. Et donc, on s'auto-limite par rapport à ça. Donc, toujours avoir des choses surdimensionnées pour pouvoir absorber un flux. Toujours.
Donc, ce que faisait Amazon, c'était un modèle d'entrepôt extrêmement simple. C'était des 100 000 mètres carrés. Pas haut, on s'en fout de la hauteur. On ne travaille pas à la hauteur. On fait 100 000 mètres carrés, des humains qui marchent et qui vont chercher les produits au fin fond. On optimise à peine le déplacement. Mais juste on fait du volume. Simple. Le produit est là-bas, le produit est là, tu vas le chercher, tu le mets dans le colis, merci, au revoir. Et nous, on ne faisait pas ça parce qu'on voulait être proche des villes. Quand tu es proche des villes, le terrain est très cher. Si le terrain est très cher, tu ne prends pas 100 000 mètres carrés, tu prends 20 000 mètres carrés en hauteur, le mètre cube est gratuit et tu l'automatises. Eux, ils allaient dans des endroits où il y avait des réservoirs de chômeurs de fous et on leur donnait le truc. Maintenant, ils se rapprochent des villes, ils automatisent évidemment parce qu'ils n'ont plus le choix. Mais ça, c'est quelque chose qui nous a plutôt ralenti. Tu vois, plutôt l'industrialisation, c'est quelque chose qui est très bien, mais ta croissance, elle passe de exponentielle à linéaire. Et tout est calculé par rapport à des budgets, à des choses comme ça, etc. Hyper intéressant. Ça veut dire que parfois, il ne faut pas industrialiser, créer des process trop tôt. Et donc, la boîte continue à croître. Donc, en fait, entre parenthèses, ça veut dire que déjà, à 30 ans, tu as une très grosse équipe. En fait, très, très jeune, tu as eu des très, très grosses équipes que tu as dirigées. Après 2010 et jusqu'à 2019, quand tu quittes une grosse vente partie privée, comment ça se passe et qu'est-ce qui fait qu'ensuite tu pars? Tu as d'abord une partie internationalisation qui était passionnante, de développer d'autres pays. Les pays qui m'ont le plus appris, c'est qu'on a été aux États-Unis pendant 3 ans. On a perdu beaucoup d'argent, mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, donc ça te permet... C'est très différent de bosser en Europe? Non, c'est juste qu'aux États-Unis, ils te font croire qu'il faut commencer très gros, alors que quand tu regardes tous les GAFAM, ils ont tous commencé dans un garage. Et ils ont cherché leur inflection point et après, ils sont devenus très gros. Nous, on est arrivé en pensant que ce qui est valable en France est valable aux États-Unis. Et donc, tout de suite, très gros BP, très grosses équipes, très gros CEO très cher, des 6000 mètres carrés de locaux, etc., etc. Et on y allait tous les mois. Et on ne s'était pas installé sur place. Et ça, c'était une erreur. Il fallait que l'un d'entre nous y aille. Mais surtout, ce qu'on a appris, c'est que si tu veux réussir localement, il y a des choses qu'il faut être fait par le local. Donc, tu as, par exemple, si tu fais une vente de chaussures en France, d'une marque connue, et à moins 60, en Angleterre, en Allemagne, cette marque est connue, ça va se vendre. Sauf que les Anglaises n'achètent pas les mêmes chaussures que les Françaises et les Allemandes n'achètent pas les mêmes chaussures que les Anglaises et les Françaises. Donc ton merchandising de l'offre ne peut pas être le même. Tu ne peux pas mettre les mêmes produits en tête de gondole au même prix. Il y a une différence culturelle locale. Donc c'est la même marque, c'est les mêmes produits, mais ça ne peut pas être les mêmes prix et le même merchandising. Et ça, si tu n'es pas local, si tu n'as pas né et grandi dans ce pays, tu ne comprends pas. Et ce n'est pas des salariés qui sont capables de faire ça, c'est des entrepreneurs locaux. Donc il a fallu qu'on s'associe avec des entrepreneurs, qu'on rachète des entrepreneurs locaux. Donc on a commencé à racheter nos concurrents petit à petit. Et on a racheté nos concurrents en Suisse, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Danemark, en Pologne, un peu partout. Parce que c'était le seul moyen de réussir, de comprendre le marché local. Jusqu'à être dans combien de pays ? On a été jusqu'à 18 pays, avec le Mexique et le Brésil. Le Mexique a été revendu, on a fermé les États-Unis, mais on a toujours le Brésil. Pays incroyable, mais très compliqué, parce que tu ne peux récupérer ton argent que si tu revends toute la boîte. Donc si tu gagnes de l'argent au Brésil, il ne peut pas sortir du Brésil. Voilà, donc c'est assez particulier, mais c'est un très très gros pays et très très performant, rentable, tout ça. Mais le développement international, c'est quelque chose qui est impératif. Aujourd'hui, 60% du chiffre d'affaires est fait en dehors de France, ce qui est remarquable pour une boîte française, parce que beaucoup de boîtes françaises, et c'est un peu le syndrome qu'on a au Maroc, on en parlera après, mais les gens, quand ils veulent s'internationaliser, ils vont en Belgique. Je dis, mais je comprends pas, pourquoi tu vas dans un pays plus petit que toi ? T'es en France et tu es en Belgique. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent français.
Mais déjà, il n'y a que la moitié de la Belgique qui parle français, et c'est pas la bonne. C'est les Flamands les plus riches. Donc déjà, vous avez un truc, voilà, et comme les Suisses, etc., etc. Donc, il faut aller en dehors de sa zone de confort et qu'on s'internationalise. Moi, je dis toujours, si tu t'internationalises, va chez plus gros que toi. Puisque comme tu es moins performant dans ce marché, ta market share elle va être inférieure, donc il vaut mieux que le marché soit plus gros. Il vaut mieux prendre une petite partie. Voilà, parce que de toute façon, tu seras moins performant que chez toi. Donc il faut que tu ailles dans des gros marchés bien matures. Si tu veux, c'est pas en faisant des petits marchés, en faisant des petits chiffres que tu vas te motiver. Vraiment pas. En 2019 ou 2020, Ouais. tu quittes vente privée, en tout cas opérationnellement. Opérationnellement. Ouais. Opérationnellement. Il y a un truc qui s'est passé qui s'appelle Covid, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, et où les gens se posent, réfléchissent un peu à leur avenir. Et moi, je voulais vraiment Je trouvais que c'était plus une aventure entrepreneuriale. Moi, je préférais retourner vers mes premiers amours, qui est l'entrepreneuriat. Et ce que j'avais adoré, c'est que quand j'avais monté cet accélérateur-là, je m'étais reconnecté complètement avec ces jeunes entrepreneurs et je trouvais ça canon. Et c'est là où je suis devenu business angel professionnel. Voilà. Où j'ai voulu vraiment m'investir à fond dans être un investisseur auprès des startups, mais pas juste de l'argent, être un accompagnateur, un associé, un mentor qui va convertir, parce que je pense qu'il vaut mieux qu'on soit plusieurs à partager un succès que tout seul face à l'échec. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec cette différence entre le business angel, qui est l'entrepreneur qui investit avec toi, qui va parfois te coacher, t'aider, te mentorer, et le fonds d'investissement. Exactement. Et souvent, c'est des tailles aussi d'investissement qui sont différentes. Non, et les fonds d'investissement, ils préfèrent investir dans une boîte où il y a un business angel connu que pas de business angel. Ouais. Tu vois. C'est quoi les choses que tu regardes chez un entrepreneur ou dans une start-up avant d'investir? La première des choses que tu regardes, c'est quelle est son expérience entrepreneuriale. Donc, est-ce que c'est un entrepreneur qui a déjà monté des boîtes ou pas? Qu'est-ce qu'il a réussi ou pas? Ça, à la rigueur, même s'il s'est planté, c'est mieux que s'il n'a pas créé de boîte, parce que ça permet d'éviter certaines erreurs. Et surtout, il va être plus à l'écoute une fois qu'il s'est planté que voilà. Donc ça, c'est important de toujours savoir quel est le statut. Après, est-ce que l'équipe est complète ou pas? Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il a un autre mec? Il fait de la tech et il n'y a pas de CTO associé. Il y a un bug, mec. Que le CTO, il n'est pas à 50% de la boîte, ça, c'est toujours ceux qui ont le plus gros salaire, donc c'est ceux qui ont ils ont entre 10 et 20% du capital et c'est normal. Mais parce qu'ils ont des salaires qui sont plus importants que le CEO qui ne prend pas de salaire, par exemple. Tu vois. Donc, il y a des trade-offs comme ça, mais déjà savoir quelle est la complétude de l'équipe. Si l'équipe n'est pas complète, moi je suis tombé sur des mecs qui me disent « Non, mais je vais lever de l'argent, comme ça je recrute un CTO. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que je vais te donner de l'argent, tu vas aller voir une agence en Inde ou je sais pas où, tu vas sous-traiter un truc et tu vas être incapable de maintenir le produit. Donc soit tu arrives et tu as déjà un cofondateur qui... la meilleure façon de faire du développement informatique, c'est ce qu'on appelle 2 chaises, un clavier. Tu as un clavier, un écran, 2 chaises, un développeur et un CPO qui parle et qui lui dit ce qu'il faut faire. Et ça va très vite. Il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de produit, un développeur et on discute. On explique, on fait page par page. Maintenant, on fait ça. Maintenant, tiens, on réessaye ça. On se plante, on essaye. Les gens qui font des cahiers des charges très précis, parce que quand tu vas bosser avec une agence de développement, il va te demander des spécifications. Oui, parce qu'il y a un projet, il y a un temps. Et donc là, on a des modes de développement qui sont classiques, ce qu'on appelle le développement en V. Et donc, j'ai une phase de conception, une phase de développement, une phase de test. C'est très long. Et à la fin des 9 mois de développement, tu te rends compte que tu as des nouveaux besoins. Donc, on ne peut plus développer comme ça. Il faut développer de façon très vite, très agile et avoir une innovation continue. J'ai pas, mais je vais avoir très vite. Et on a des cycles de développement entre 3 semaines et 1 mois. Et il y a toujours une nouvelle version qui arrive tous les mois. Et ton produit s'améliore comme ça. Et au bout d'1 an, tu regardes, tu es à la V12. La V12, elle est mieux que la V1. Mais quand le mec il met 1 an pour faire une V1, ça ne marche pas. Parce que le cycle de l'innovation, il doit être court. Très court.
Très court, pour avoir le droit de se planter et pour que le coût d'erreur soit le plus... Moi, je dis toujours, bien sûr qu'il faut faire des erreurs, mais des petites erreurs. Pas des erreurs qui peuvent tuer la boîte. Eh ouais. Si tu fais une erreur qui coûte trop cher, elle va te tuer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le meilleur moyen de faire de petites erreurs, c'est de le faire vite. Si tu développes un projet sur 9 mois, ta probabilité de la grosse erreur, elle est beaucoup plus grosse que si tu le fais sur 3 semaines. Tu vois? Donc, c'est toujours le temps, la rapidité d'exécution. Le plus vite tu le fais, le plus vite le truc. Et après, avoir aussi ce truc de tester, mesurer, améliorer. Tu as aussi investi au Maroc, et notamment à travers M-Founders. Alors avant M-Founders, je suis venu en direct. J'ai créé IBP Africa et j'ai commencé à sourcer les deals marocains auprès de différentes sources, accélérateurs, fonds, etc. Et j'ai été très agréablement surpris par la qualité des dossiers. Non seulement les entrepreneurs, la façon dont ils étaient formés, etc., mais également leur compréhension du marché. Il y avait des vraies solutions à des vrais problèmes, etc. J'avais 2 bémols par rapport à ça. Un, les slides étaient en français. Et on me dit, alors, et on pitch en français, les slides sont en français? Je dis non. Quand tes slides sont en français, ça veut dire que ton marché de référence est francophone. Pourquoi? Si tu fais de la tech, ton marché de référence, c'est le monde. Tu vas peut-être vendre à des Égyptiens, mais l'Égyptien, tu parles en français, il ne comprend pas. Il faut le parler en anglais. Donc déjà, ce mindset-là de faire des slides en français montre que vous n'êtes pas ouvert sur le monde. Vous êtes dans du régionalisme francophone. Et encore, on n'a pas envie de bosser avec celui qui fait la taille de l'Afrique, la France. Donc, OK. Et après, l'autre chose qui était perturbant, c'était le ask par rapport au BP. Donc les gens te disent, je vais faire 5 millions dans 5 ans, mais je veux 2 millions maintenant. Je dis, non, ça ne marche pas, l'histoire. Ou je veux 1 million maintenant, ça ne marche pas. Il y a un problème d'ambition. OK. Il faut vouloir faire des boîtes très grosses. Il faut avoir envie d'embarquer des gens avec soi. Si tu dis, je vais faire 100 millions d'euros en Afrique, je ne te crois pas. Si tu me dis, j'ai développé une boîte d'agents AI, je vais la tester d'abord ici, ça va être facile à tester, je vais générer des sets de data et après je vais aller en Espagne, après je vais aller en Europe, après je vais aller aux États-Unis et je vais faire 100 millions. Il y a la taille de marché en tout cas. Est-ce que tu vas réussir ou pas? Ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a la taille de marché. Ça c'est sûr. C'est possible de faire 100 millions dans des agents AI en Europe et aux États-Unis. C'est possible. En Afrique, non. Il n'y a pas la taille de marché. Il n'y a pas la profondeur de marché. En revanche, il y a les talents, il y a les ressources. Si tu veux aller voir des gens en Côte d'Ivoire ou au Nigeria ou en Égypte pour coder avec toi le truc et faire un projet commun, ça, évidemment. Mais le marché, il faut aller le chercher. Et donc, très rapidement, je me suis rendu compte qu'au Maroc, et qui est un standard mondial, tout le monde a eu le même problème, tu as des structures d'accompagnement, incubateurs, accélérateurs, avec des programmes gouvernementaux qui vont te permettre d'avoir, soit sous forme de prêt, soit sous forme d'equity, entre 50 et 100 000 $. Ça, tu peux les lever assez facilement. Ensuite, tu as un fonds d'investissement, les VC, les venture capitalistes. Eux, ils ont levé peut-être 20 ou 30 millions de $, leur fonds. Okay. Quand tu fais 20 ou 30 millions de $, durée de 10 ans, en 5 ans, il faut qu'ils placent tout. Ils veulent faire 10 deals, 15 deals. Donc, eux, leur taille de ticket, elle est plutôt à 1,5 million, 2 millions de $, minimum. Parce qu'ils n'ont pas prévu d'avoir une équipe qui est capable de faire 40 ou 50 deals. C'est pas du tout. C'est beaucoup de gens pour faire 50 deals. C'est énorme. Donc, il faudrait qu'ils aient une équipe de 10 personnes. Ils sont 5, ils sont 4. Donc, ils n'ont pas du tout leur structure thématique pour ça. Donc, tu as ce qu'on appelle un equity gap, où les accélérateurs peuvent mettre jusqu'à 100 000, les fonds minimum 1 million. Et donc, entre 100 000 et 1 million, le financement qui suit. Soit tu as ta famille, et ce qu'on a très souvent vu de grands entrepreneurs qui ont réussi de très belles choses et tout, qui avaient un réseau et qui ont pu lever de l'argent sur leur réseau, soit par leur expérience, soit par leur famille, etc. Mais c'est compliqué. Et donc, l'idée, c'est que comment les autres pays ont résolu? Par les business angels.
Les business angels se disent, le 100 000, 1 million, on va le couvrir nous. Mais quand tu le couvres toi, est-ce que tu peux être tout seul sur ce marché-là? Non. Tu ne peux pas tout seul mettre entre 100 000 et 1 million, ce n'est pas possible. Donc on a... Le constat que j'ai eu immédiatement, c'est de dire, mais en fait, ce qu'il faut au Maroc, c'est de la syndication. Il faut que les business angels se syndiquent pour qu'on soit plusieurs à investir. Mais il y a ce problème de ne pas se retrouver dans une cap table où il y a 45 personnes. Oui, parce que si tu rentres avec 20-30 investisseurs, l'entrepreneur, il ne sait plus à qui parler. Il ne sait plus à qui parler. Et toi, pareil, le fonds, quand il va arriver, il va dire, c'est quoi ce bordel? S'il y a une HGE, il y en a un qui n'est pas content, ça ne marche pas l'histoire. Tu vois, donc lui, il déteste avoir des cap tables comme ça, le fonds. Quand il arrive, il veut un truc clean. On est 3 à 4. Hein. Si on est 42, il y a toujours le mec qui va dire non, je ne suis pas d'accord. Tu vois, sur certaines décisions d'augmentation de capital et tout, il faut des majorités à plus de 80%. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Donc l'idée, c'est qu'on se regroupe en club. Et qu'on dit à l'entrepreneur, bah, nous, on est un club, on va se syndiquer, et on va décider deal par deal qui des membres de notre club veulent investir chez toi. On va les regrouper dans une structure qu'on appelle un SPV. Et il y aura une personne qui va représenter ce SPV. Une seule. Ce sera ton mentor. Ce sera ton associé. Ce sera la personne au board de ta boîte. Et les autres investisseurs, ils ne te parleront jamais à toi. Ils ne parleront qu'à ce mec-là. Donc ce mec-là, non seulement il représente le pool d'investisseurs, mais il fait le compte-rendu aux investisseurs. C'est lui qui est chargé d'avoir la gouvernance et la transparence complète sur l'investissement. Parce que le problème, quand tu as 42 investisseurs dans une cap table, tu n'as pas l'information que les autres ont. C'est un problème. Donc là, l'idée, c'est de dire, bah, si je suis tout seul, j'ai 5% de la boîte. Si on est 20, on a peut-être 25% de la boîte. À 25%, le mec, il m'écoute. Tu vois, autour de la table. Il m'écoute. Parce qu'il y a des discussions, des choses qui ne se passeront pas, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a créé M-Founders annoncé en juillet, créé en octobre 2024. Donc ça fait 7 mois. On a fait 4 deals. Maintenant, on va passer à un rythme d'un deal par mois. Okay. On a 50 membres. L'objectif, c'est d'être à 150 d'ici la fin de l'année. Et est-ce que c'est possible? Ben, le M-Founder se base sur un prérequis qui est de dire il faut que ce soit le club deal de la diaspora marocaine. Et on me dit mais pourquoi la diaspora? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? J'ai dit la diaspora, elle est par définition à l'étranger. Et moi, je vais chercher cette diaspora qui a réussi parce que ceux qui peuvent être business angels sont que des gens qui ont une proportion à investir qui est importante. Tu vois, quelqu'un qui a 30 ans, il ne va pas commencer à investir dans des startups. C'est quelqu'un qui a 50 ans, qui a de l'épargne, qui a déjà avoir de l'épargne. Exactement. Ça reste un investissement risqué. Ça reste un investissement risqué. Il faut que les gens aient plus de temps. Les gens, ils ont plus de temps à 50 ans qu'à 30 ans, évidemment. Et ils ont plus d'argent à investir. Voilà. Donc, on est sur des gens qui vont sur les 5 millions de Marocains de la diaspora, on estime qu'ils sont entre 50 et 100 000. Donc, tu vois, moi, en avoir 500, c'est vraiment une petite fraction de ça et c'est complètement possible. Quand tu prends des club deals en France, par exemple, tu as Blast, il a 9000 membres. Ouais, c'est énorme. 9000 membres, tu vois. Donc, c'est possible. C'est juste, il faut arriver à le faire, trouver comment le faire. Nous, on a voulu faire la diaspora parce que notre conviction profonde, c'est que si tu veux avoir des boîtes marocaines qui ont des croissances très fortes, il faut qu'elles aillent chercher des marchés à l'étranger. Oui, tu me parlais de ça avant le podcast. Tu me disais, c'était à Palo Alto, je crois, et que tu voyais que même à Palo Alto, il y a un groupe de Marocains qui est organisé. Et donc, ces gens-là, ils veulent aider des entrepreneurs. Mais c'est surtout un débouché commercial. C'est un débouché commercial. C'est un débouché commercial. Il faut aussi se dire que la diaspora, ce n'est pas juste une source de revenus, c'est une source de revenus très importante. On a plus de 10 milliards par an qui vient et on a besoin de devises, etc. Mais quand tu as quelqu'un qui a fait Stanford et ça fait 30 ans qu'il vit en Californie et qu'il adore son pays, il est prêt à aider. Il faut juste aller lui demander, non pas de revenir au Maroc, mais s'il serait intéressé par être un relais de distribution, un relais commercial pour s'associer localement avec quelqu'un.
Et donc, nous, on veut avoir la diaspora qui soit considérée comme des investisseurs pour devenir des débouchés commerciaux. Nous, on a des gens à Abu Dhabi, en Suisse, en Angleterre, à Boston, à Palo Alto, vraiment partout dans le monde. Ce qui est d'ailleurs un problème quand on se fait des réunions, parce que tu as un écart entre Dubaï et la Californie, qui est un stretch assez beau gosse, surtout pendant Ramadan. T'imagines, ceux qui mangent et ceux qui jeûnent. C'était assez drôle. Mais il faut qu'on propose ça, un débouché commercial de start-up marocaine. Je dis toujours, quand tu vends une solution tech, on s'en fout d'où est-ce qu'elle est construite. Ouais. Microsoft, c'est made in India et tout le monde s'en fout. Apple, c'est made in China, tout le monde s'en fout. Okay, donc ça, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est qui vend à qui. Un Allemand va acheter auprès d'un Allemand, un Espagnol va acheter auprès d'un Espagnol, un Américain va acheter auprès d'un Américain. Donc, il faut que tes structures de vente soient locales, tes structures marketing and sales soient locales, mais après, avoir la R&D au Maroc, c'est tout bénef. Et comment on structure cette diaspora pour justement que ce soit notamment des débouchés commerciaux, etc. Alors, il faut d'abord arriver à l'identifier. Il n'y a pas de who's who aujourd'hui de la diaspora marocaine pays par pays. On ne sait pas. Et pourtant, quand tu as des gens qui ont fait Polytechnique, qui ont fait Harvard, qui ont fait Stanford, c'est des gens qui, évidemment, ont des postes extrêmement importants et qui sont très intéressants pour nous. Ils sont malheureusement assez peu à rentrer au Maroc aussi. Les gens qui ont ultra réussi... Forcément, ils ont déjà... Ils ont des réseaux, ils ont des liens familiaux locaux, ils ont des attaches comme ça, mais ils sont très attachés au Maroc. Et ils sont prêts à investir au Maroc. Si jamais on est sur un investissement qui aura un retour sur investissement, et pour qu'il y ait un retour sur investissement, il faut qu'il y ait expansion internationale. Ouais. Et moi, je pense que le Maroc, ça c'est ma conviction la plus forte, c'est qu'on peut produire de la tech marocaine qu'on va vendre à l'étranger. Et que si tu produis en dirham et que tu vends en dollars... Un avantage énorme. C'est surtout que tu peux mieux payer les gens en dirham. Ouais. C'est le problème de la fabrication des talents qu'on a, c'est pas tellement un nombre, c'est plutôt la proportion qui reste et ceux qui partent. Et ceux qui partent, ils partent parce que l'écart entre les salaires locaux qu'on est capable de payer et les salaires de l'étranger sont trop importants. Tu les doubles, ils restent. La qualité de vie au Maroc, elle est 100 fois meilleure qu'en Europe. Mais, il faut leur donner raison de rester. Non, c'est qu'au Maroc, il faut de la santé privée, il faut de l'école privée. Voilà. Donc, il faut que ton niveau de salaire puisse te donner ce que l'Europe te donne gratuitement. Tu vois ? Donc, il faut les surpayer. Et tu ne peux pas les surpayer si ton marché n'est que régional. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Okay. Donc, organiser justement la diaspora et leur permettre aussi d'investir dans des boîtes. C'est hyper intéressant. Alors, des boîtes marocaines du Maroc ou des boîtes de Marocains de l'étranger pour faire un vrai network. C'est-à-dire que le mec qui est à Berlin, qui est marocain, il sait qu'il peut compter sur un groupe de Marocains qui vont investir sur lui parce qu'on a cet ADN. D'accord. Tu vois ? Et après, on va lui dire, tu sais quoi ? Viens mettre ta R&D au Maroc, machin, on va te présenter les gens, on va te faciliter tout ça et tu crées un network. Et c'est ça qu'il faut, c'est créer Moroccan Mafia. Tu vois ? Hyper intéressant. Hyper intéressant. J'ai 2-3 questions avant de finir. Yes. D'abord, une question que j'aime bien poser en général. Ce serait quoi si tu avais un conseil pour un entrepreneur qui veut se lancer au Maroc, ou un Marocain du monde, on en parlait, qu'est-ce que ce serait ? Alors, ça dépend de l'âge qu'il a. La première des choses, c'est il ne faut pas avoir peur d'échouer. Ça, c'est toujours la même chose. On me demande souvent quelle est la qualité et le défaut d'un entrepreneur. Moi, je pense que c'est la persévérance. Donc, il faut un minimum de persévérance. Parce que souvent, on les voit essayer un peu, ça ne marche pas, j'essaie autre chose. Machin. Non, okay. Mesure, choisis un truc et essaye. Voilà, regarde truc. Après, si tu es trop persévérant, tu vas reproduire des erreurs, tu vas devenir con. Donc ça, il faut faire attention à cette balance-là. La première, je pense que le conseil le plus important, c'est ne soyez jamais seul. Voilà. Il vaut mieux partager un succès avec plusieurs actionnaires que être tout seul. Et c'est très dur d'être tout seul. Et pour moi, aujourd'hui, avant d'investir dans des trucs, c'est un peu un red flag. Quand tu vois quelqu'un qui arrive tout seul... Ouais, mais même les Américains, moi j'ai
J'ai vu des gens là récemment qui étaient dans des programmes d'accélération et tout. Ils ont dit ton red flag était super, t'es fantastique, ton projet il est dingue, ton parcours il est dingue. Ton problème c'est que t'es seul. Donc ça veut peut-être dire quelque chose sur ta personnalité. Reviens avec quelqu'un. Okay. Reviens avec quelqu'un. Tu as beaucoup d'activités différentes, tu voyages aussi pas mal, etc. Comment tu t'organises? C'est quoi un petit peu tes méthodes? Comment tu organises ta vie, tes semaines pour... Alors, moi, la chose qui a vraiment changé ma vie, c'est de prendre du temps pour moi. Donc, le lundi matin, il est occupé à vie. Occupé pour moi-même. Je fais ce que je veux. Ok. Au moins, le dimanche soir, quand je me couche, je ne suis pas stressé. Beaucoup de gens, ils ont l'appréhension du lundi matin, la reprise, les trucs. Moi, m'en fous. Je sais que lundi matin, it's my time, et je prépare toute la semaine. Et je planifie tout le lundi matin, tranquille. Je me réveille tôt, ou des fois, si je veux étendre un peu, dormir un peu plus pour récupérer un peu le week-end, pas de problème. Mais je me prends au moins 3 heures de boulot que pour moi. Mais tranquille, je récupère tout ce qui était en retard, tout ce qui était trucs. Et ça, c'est important de prendre du temps pour soi. 2 fois par an, je vais également faire des retraites de jeunes où je ne mange pas pendant 8 jours. C'est incroyable, ça. Voilà. Comment c'est que... Je vais à l'autre bout de la planète et je ne mange pas pendant 8 jours. Pendant 8 jours 8 jours. Comment ça se passe? Eh ben, tu te rends compte que ton corps, il n'a pas besoin de manger, c'est que t'es programmé pour manger 3 fois par jour, alors que ton ADN d'Homo sapiens, il y a 200 000 ans, il n'y avait pas de McDo, il n'y avait pas de frigo, donc ça marche. Et ça te permet de faire quoi? Ça permet en fait de détoxer. En fait, le plus important, c'est d'arriver à détoxer l'intérieur. Avec tout ce qu'on mange, il y a des choses qui sont... qui sont pas très bonnes pour la santé, parce que c'est transformé, parce qu'il y a de l'alcool, parce qu'il y a des choses comme ça, etc. À un moment, s'il faut faire une pause, ton corps, il faut qu'il fasse une pause et qu'il élimine toutes ces toxines qui sont accumulées. Moi, je le fais 2 fois par an pour avoir un maximum 6 mois de choses, mais je fais toujours attention en reprise. Et ça te fait un bien fou, parce qu'en fait, tu te détoxes tout l'intérieur. C'est pour ça qu'on te dit qu'il ne faut pas manger. C'est pas manger pour maigrir. C'est pas manger pour pouvoir... Et on boit des choses qui permettent de vider et de détoxer les choses. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tu passes en ce qu'on appelle en cétose. T'as pas faim. À un moment, t'as plus faim. C'est le premier jour qui est difficile, les 2 jours. Même pas. Une fois que tu l'as fait et que tu sais que c'est possible. Mais tu te sens épuisé, non? Zéro. T'as une pêche de ouf. C'est incroyable. Incroyable. Et tu reviens ressourcé, etc. Tu reviens, complètement tout clean, tout truc. Et en plus, je fais ça très très loin. Moi, j'aime bien faire ça plutôt à l'Est. Parce qu'à l'Est, quand tu le fais à l'Est et que tu as 6 heures d'écart avec le Maroc ou la France, tu es jusqu'à 14 heures. Ouais. Tu te réveilles le matin, tu vois que c'est tout ça de mail, de WhatsApp et tout. Tu dis, tranquille, jusqu'à 14 heures pour le faire. Et après, quand il est 21h chez toi, tu dis, moi je vais me coucher, désolé. Ça y est, on voit demain à 14 heures. À 14 heures. C'est incroyable, incroyable. Ok. Et c'est important de prendre du temps pour soi. Moi, par exemple, le sport, quelque chose, me mettre des challenges, c'est quelque chose qui est très important. Là, tu m'as parlé de sport extrême. Ouais. Tu m'as dit avion, plongée. Ouais. C'est quoi un petit peu les sports extrêmes que tu fais? D'abord, pour moi, le plus dangereux, c'est la montagne, la haute montagne, l'alpinisme. Ça, t'es dans des environnements où il n'y a pas d'humains qui y vivent. Hein. Tu vois, il y a des crevasses, il y a des séracs. Moi, j'ai un sérac de 40 tonnes qui m'est tombé à 1,5 mètre de moi. C'est un truc. Tu as ton pied, quand il tombe dans une crevasse, ça te fait quelque chose. Donc, c'est des conditions qui ne sont pas faites pour l'humain. Hein, quand il fait moins 40 dehors avec un vent glacial où tu t'enfonces jusque-là. Voilà. Donc, ça, c'est vachement bien de le faire de façon extrêmement préparée, guidée, accompagnée. Et ça te permet de montrer qu'on est capable de se dépasser et d'aller accomplir des choses. Et ça apprend beaucoup de patience. Parce que quand moi je vois une montagne, quelle que soit la taille, je fais le Mont Blanc 2 fois, le Kilimandjaro et plein de sommets dans les Pyrénées. Si tu arrives et tu regardes le sommet de la montagne, tu n'y arriveras jamais. Tu seras découragé immédiatement, c'est trop loin, c'est trop truc. Et si tu baisses ta tête, regardes étape par étape. Tu regardes tes pieds.
Et donc ça t'apprend quand tu as une journée d'entrepreneur. Si tu commences à regarder et être obnubilé par le end, c'est quoi le end? Non, il faut regarder étape par étape. Tu fais étape par étape, patience, ça va arriver. Tu sais que tu vas y arriver. Tu sais que tu vas y arriver si tu restes concentré, focus sur ta marche, sur ton truc. Si tu commences en permanence à dire « Putain, on est loin, putain, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est un très bon conseil. Ça, c'est un beau parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat, les projets, la c'est vie. quelque chose qui t'apprend, tu vois, cette persévérance. Voilà, je me suis mis... Il y a une discipline que j'aime beaucoup, c'est le triathlon. Parce que le triathlon, contrairement au marathon, c'est quelque chose qui est très divers. Le vélo et la natation, c'est excellent pour la santé. Tu ne peux pas te blesser, à moins de tomber en vélo, mais bon, normalement, tu ne peux pas te blesser. Alors qu'en courant, tu peux te blesser à cause de ton poids, de choses comme ça. Donc le triathlon est vraiment une discipline que je pratique tu vois, en entraînement. Et tous les ans, je me mets un challenge pour en faire un. Alors des formats olympiques, ce n'est pas encore les formats Ironman et tout ça. J'ai beaucoup de copains qui font des très très forts, même ils vont au championnat du monde. Mais déjà, cette préparation-là te permet en fait d'avoir une routine hebdomadaire où tu sais que tu vas courir 3 fois, que tu vas faire je sais pas, 60 km de vélo et que tu vas nager 2 fois. Voilà. Et ça te donne un super... Alors, il faut savoir que c'est plus simple de mettre des baskets et d'aller courir que d'aller à la piscine et de nager 45 minutes. S'organiser quand même. C'est notre organisation. Ouais. Tu m'as parlé de la plongée. Tu m'as dit, moi, quand je commence un truc, je le fais à fond. J'ai commencé à plonger, je suis devenu prof. Je suis devenu instructeur. C'est quoi cette histoire? Non, j'ai commencé, je ne sais plus, c'était en 2006, je crois, la plongée. Et j'ai adoré ça, et j'ai passé tous mes niveaux jusqu'à devenir instructeur et former des gens. Quand j'ai appris le pilotage d'avion, donc avion monomoteur, petite hélice, petit avion et tout, j'ai fini biréacteur, tu vois, presque pilote de ligne. Tu vois. Donc voilà, j'aime bien aller au bout de ce que je fais. Maintenant, le problème avec ces passions-là, c'est une fois que tu es arrivé au bout, il faut changer. Il faut en trouver une nouvelle. Il faut en trouver une nouvelle. Donc des nouveaux challenges en permanence. Je fais également de la monoplace. Donc, il y a des gens qui font de la GT, tu vois, des grosses Porsche, des machins trucs. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le vrai pilotage. C'est des voitures comme des Formule 3, voilà, ou Formule 1, si tu veux, en plus petit. Ça, sur circuit, c'est extraordinaire. C'est la meilleure sensation de pilotage au monde. Mais c'est du vrai pilotage, parce que déjà, tu n'iras jamais dans la rue avec ce genre de choses. Et après, tu te rends compte que le problème, ce n'est pas la ligne droite, parce qu'aller vite, tout le monde sait faire, c'est le petit virage qui est au bout, là. On te dit, ça passe à fond. Tu dis, non, ça passe pas. Ça passe pas à fond. Okay. Mais c'est ultra technique et c'est passionnant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? Je sais pas, pour les 5 prochaines années, si tu devais revenir sur le podcast. Non, moi je pense que on a un vrai sujet merveilleux à venir sur la scène tech au Maroc. Voilà. Moi je pense que on me dit toujours ouais, mais tu investis au Maroc, tu vas retrouver ton argent. Je dis d'abord j'investis dans la start-up Maroc et pas dans des start-up marocaines. C'est un écosystème. On essaie de ramener beaucoup de gens autour de ça. On a les talents. Enfin, il y a un moment, on fabrique les talents, on a les talents, ils ont besoin d'argent. L'argent arrive, il y a le fonds Mohamed VI pour l'investissement à la fois en PI et en start-up. L'argent sera là, on a les talents, on a la diaspora, et on a la Coupe du Monde 2030 et la CAN en décembre. On va avoir des projets d'infrastructure majeurs. Je ne sais pas, s'il y a un pays dans lequel investir en Afrique, il n'y a que le Maroc. Quand je vois. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'ai organisé une délégation en tant que président d'Endeavor en Égypte et en Arabie Saoudite. Ils sont comme des oufs sur le Maroc. Et c'est beau de voir des gens qui voient plus de valeur dans ton pays que toi, tu ne le perçois. Tu vois oui, ils se te disent, mon premier pays d'investissement en Afrique, c'est le Maroc. Pourquoi? Parce que pour eux, la valeur qu'on a, c'est qu'on est les gateway to Europe. Nous, on a une culture arabe et européenne. Eux, ils savent pas. Ils savent faire du business au Middle East. Mais ils n'ont pas l'accès à l'Europe. Ils savent pas. Ils n'ont pas les codes. Ouais, comme quoi, on veut toujours un petit peu ce qu'on n'a pas. Quoi. Alors que nous, on a la diaspora qui est implantée. Moi, quand il y a un entrepreneur qui me dit je vais aller me développer à Dubaï, je dis 14 km à l'Espagne.
Et il me dit mais je connais personne en Espagne. Je lui dis t'inquiète, nous on va trouver. je crois qu'il y a quelques Marocains en Espagne. On va trouver. Et c'est juste à côté. Pourquoi tu vas aller à l'autre bout dans une culture que tu ne connais pas, qui n'est pas la tienne, très très différente, alors que tu es beaucoup plus proche de la culture. Techniquement, tu pourrais être plus proche d'un pays. Bien sûr. Okay. Et surtout en termes de PIB, l'Espagne c'est 15 fois les Émirats. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ok, Ilan, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. C'était passionnant. Plaisir. Moi aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Top. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.